Bienvenue, on me voit? Oui, bienvenue sur Mademoiselle. Bonsoir, vous êtes sur la chaîne Twitch de Mademoiselle et vous regardez notre live politique autour de la présidentielle. Donc bienvenue, je suis Mélanie Wanga, je suis la directrice des rédactions de mademoiselle.com, qui est un média féministe qui traite de société, pour ceux qui ne le savent pas. Donc vous regardez ce soir le 5e live de notre série sur l'élection présidentielle de 2022, qu'on traite avec un point de vue féministe. Pour rappel, on couvre dans cette émission cette élection avec une série de live Twitch qui vont poser aux candidates et aux femmes fortes de cette élection les questions que le lectorat de Mademoiselle se pose. Alors, on a fait un choix clair qui est d'inviter les femmes de cette élection. Du coup, pas d'hommes, à part un qu'on verra peut-être tout à l'heure, qui est Mathieu Mollard. Donc, on discutera ce soir du programme des mesures autour des droits des femmes, des personnes LGBTQ, des minorités en général, autour du travail, de l'économie, de l'écologie, de la jeunesse. Donc, ce soir, on reçoit Sandrine Rousseau, qui est membre du parti Europe Écologie Les Verts, et qui était également dans l'équipe de campagne de Yannick Jadot, qui est lui-même le candidat à l'élection de votre parti. Alors, vous ne faites plus partie de son équipe, mais ceci dit, on a décidé de maintenir l'invitation, on va en reparler. Donc bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Ce live, donc, c'est aussi une soirée en partenariat avec le média d'enquête et de culture urbaine Street Press, qui sera représenté, donc, comme je l'ai dit, par Mathieu Mollard, le rédacteur en chef, qui est pour l'instant en coulisses. À mes côtés, comme d'habitude, pour cette soirée, Maëlle Lecor. Bonsoir. Bonsoir, journaliste société chez Mademoiselle, qui va interviewer la candidate. Le chat, de son côté, est entre les mains soyeuses de Mimi Hegel, la rédactrice en chef de Mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Mélanie, bonsoir Maëlle, bonsoir Sandrine Rousseau et bonsoir le chat dont je serai la voix ce soir. Donc si vous avez des questions pour Sandrine Rousseau, des réactions à ce qu'on va raconter pendant 1 heure, posez-les sur le chat et je serai votre petite voix dans le micro. Alors, Sandrine Rousseau, vous serez avec nous durant 1 heure pour répondre à nos questions et à celles du chat. Et puis ensuite, on passera au débrief. Donc là, vous ne serez plus avec nous. C'est là où vous dites mon Dieu. C'est là, mon Dieu. Parce que c'est là où est la partie croustillante de la soirée. Et on va discuter à ce moment-là avec le chat de tout ce qui a été dit durant l'émission. En attendant, sur le chat, n'hésitez pas, vous pouvez commenter, vous pouvez tout au long de l'émission, poser des questions, réagir, envoyer des émotes. Et surtout, vous pouvez suivre la chaîne et vous abonner, ça nous ferait très plaisir. Du coup, c'est parti. Et pour commencer, comme d'habitude, comme le veut la tradition, je laisse la parole à Maëlle Lecor. Tout à fait. Bonsoir Sandrine Rousseau. Bonsoir. On est ravis de vous avoir parmi nous ce soir. Alors, on vous a invité au départ pour parler du programme de Yannick Jadot en tant que représentante, en tant que membre de son équipe de campagne. Les choses ont un petit peu changé entre-temps. Voilà, pour être tout à fait transparente, on avait convenu de ce rendez-vous avant que vous soyez exclus de l'équipe de campagne. Comme on est des gens plutôt polis, on a décidé de maintenir cette invitation, mais c'est pas seulement par politesse. On avait très envie. Non, c'est pas seulement par politesse. On avait aussi très envie de parler avec vous, de vous poser des questions justement sur ce programme, sur la campagne aussi de manière générale. Voilà, cette campagne de Yannick Jadot. Donc je vais vous présenter en quelques mots déjà, comme je l'ai fait traditionnellement pour chacune de nos invités. Donc Sandrine Rousseau, vous avez 50 ans, vous êtes économiste, vous enseignez à l'université de Lille, dont vous êtes aussi vice-présidente. Je suis plus vice-présidente depuis le 31 décembre. Oh, c'est récent, très bien. Eh bien, vous étiez vice-présidente de l'Université de Lille, très bien. Vous avez aussi occupé plusieurs places au sein de ELV, vous avez été porte-parole, vous avez été aussi secrétaire nationale adjointe. Vous avez quitté brièvement le parti après avoir accusé en 2016 Denis Baupin d'agression sexuelle, vous et plusieurs autres membres du parti, donc Annie Lameur, Isabelle Attard et Hélène Debost. C'est un événement majeur qui a été important justement pour la reconnaissance de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles. C'était 1 an avant MeToo aussi, il faut le rappeler. Ça compte quand même. Donc voilà, c'est un peu à ce moment-là aussi que votre nom est devenu aussi plus présent sur la scène politique. En 2020, vous êtes revenu à EELV. Vous avez à ce moment-là, dès votre retour, parlé d'une possible candidature à l'élection présidentielle. Vous avez porté une candidature écoféministe lors de cette primaire, donc ce qui était un peu inédit dans le paysage politique français. Vous êtes arrivé au second tour avec Yannick Jadot. Second tour de la primaire, du coup ? De la primaire écolo, pardon. Tout à fait. Mais vous avez échoué à pas grand-chose à remporter cette primaire. Voilà, donc vous avez finalement intégré l'équipe de Yannick Jadot, donc, qui est sorti vainqueur de la primaire écologiste. L'ambiance était un petit peu électrique entre vous deux. Et début mars, coup de tonnerre, vous avez été exclu
du conseil politique du candidat après avoir tenu des propos assez critiques à l'égard de sa campagne. Est-ce que vous considérez que Yannick Jadot s'est mal comporté justement à votre égard avec cette exclusion? Ah ouais, vous commencez fort les questions. Est-ce qu'il s'est mal comporté? Je ne poserai pas la question en ces termes. J'ai envie de vous dire qui d'autre a été exclu d'une campagne présidentielle? En règle générale? Bah oui. D'autres campagnes. Mais vous avez d'autres cas similaires aux vôtres, par exemple, avec des propos justement critiques à l'égard d'un candidat et maintenant... ça se passe auprès de tout le monde. Et par ailleurs, dans l'article qui est sorti dans Le Parisien, il y a des propos que j'ai réellement tenus et puis il y en a la moitié que je n'ai pas du tout tenus. Donc en fait, la question reste entière, c'est combien de personnes qui a déjà été virée d'une campagne? Vous étiez gênante pour la campagne de Yannick Jadot? Après, ça, c'est pas à moi de répondre à ces questions, mais en tous les cas, la question que ça me pose, c'est que, en fait, quand on est une femme politique, qu'on porte des sujets qui sont des sujets importants, mais aussi clivants, potentiellement assez forts dans la société, avec un répondant assez fort dans la société, eh bien, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre d'une cristallisation autour de ce que je dis. Et d'ailleurs, ça se voit sur Twitter. Dès que je poste un tweet, en général, il y a un cyberharcèlement qui suit pas très longtemps derrière. Et ça pose une question plus large que la campagne présidentielle. C'est à quelles conditions autorise-t-on les femmes à candidater dans des cénacles importants, pour des élections importantes? À quelles conditions autorise-t-on les femmes à faire de la politique? Et à quelles conditions les autorise-t-on aussi à porter un discours qui ne soit pas conservateur? Et ça, en fait, je trouve que dans la campagne présidentielle de 2022, là, il y a quelque chose à travailler de ce point de vue-là, parce que si on regarde Christiane Taubira, si on regarde Anne Hidalgo, on voit que les femmes à gauche ont quand même énormément de mal à exister, qu'elles se prennent vraiment des torrents de boue dans la tête, alors même qu'elles n'ont pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires qui pourraient relever du judiciaire. C'est juste des critiques sur leur comportement, sur ce qu'elles portent, sur ce qu'elles disent, sur la manière dont elles font campagne. Et ça, moi, je pense que là, on est quand même dans un petit backlash sur les femmes. Et quand je dis petit, peut-être que je minimise le phénomène. Et je pense qu'on a quand même à travailler cette question-là parce que c'est anormal qu'à gauche, il n'y ait aucune voix féminine qui puisse se faire entendre. Vous faites écho au MeToo politique qui s'est mis en place justement assez récemment, justement pour parler du sexisme en politique. MeToo, ça renvoie à des violences sexuelles. C'est pas forcément des violences sexuelles, c'est vraiment, ça peut être un sexisme, mais c'est pas forcément des hommes politiques. Ça peut aussi être des éditorialistes, des journalistes. Ça peut être aussi donc de l'affaire de traitement médiatique de manière générale. Oui, quand moi, pendant la primaire, j'ai quand même été très fascinée du fait que, outre les cyberharcèlements que j'ai subis et que sur lequel je n'ai eu aucune espèce de solidarité des hommes et des femmes politiques de gauche. Et ça, pour moi, c'est un sujet. C'est-à-dire que quand quelqu'un se fait agresser dans un wagon de métro, normalement, les autres doivent réagir. Et là, c'est comme s'il ne se passait rien. Mais au-delà de cela, il y a eu même des... Par exemple, je sais plus, je crois que c'est Valeurs Actuelles qui a sorti un faux article. C'est-à-dire comme s'il m'avait interviewé alors qu'il ne m'avait pas interviewé. Et il faut vraiment aller tout au bout de l'article pour comprendre que ce sont de fausses déclarations. Ça, c'est quand même un problème déontologique, journalistique très important. Ça n'a pas du tout été noté. Jamais. Comme la rupture du off n'a pas été notée comme un problème déontologique de journaliste, comme le fait qu'il y ait des éditorialistes sur CNews et Europe 1 qui... un, par exemple, qui m'a traité de Greta Thunberg ménopausée. On avait fait une réclamation au CSA qui n'a rien donné. Ils ont estimé que ça n'était pas sexiste. Je veux dire, là, on a quand même un problème de régulation collective et un problème de protection, en fait, de la parole des femmes pour qu'elles ne soient pas plus attaquées que celles des hommes et qu'il y ait des conditions équitables d'exercice de la politique. Vous pensez que si vous avez été un homme, vous n'auriez pas été exclu de la campagne? Je ne sais pas, mais en tous les cas, je note que ça ne s'est jamais fait. D'accord. Ok. Et du coup, on va rester dans le mood parce qu'on va parler de. Je crois que la seule qui a été virée de quelque féminisme. chose, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet du bureau des LR, et je pense qu'elle avait aussi une parole un petit peu libre. Alors, question autour du féminisme et du droit des femmes en France. En 2021, petit chiffre, en 2021, les femmes sont payées 16,5% de moins que les hommes à fonction égale par rapport à 15,5% en 2020. Qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème ?
l'égalité salariale? Eh bien, il faut agir sur tous les plans. Déjà, agir sur les emplois les plus précaires, puisque l'essentiel des emplois les plus mal payés, les plus précaires, ce qu'on appelle les emplois éclatés, avec des horaires décalés ou des horaires morcelés, c'est-à-dire typiquement 3 heures ici, 2 heures là, 3 heures à l'autre bout. Tout cela, ce sont des emplois qui sont majoritairement occupés par des femmes, notamment tout ce qui est emploi à domicile, où il y a plus de 70% de femmes. Et par exemple, ces emplois-là, en ce moment, avec la hausse du prix de l'essence, sont dans des conditions terribles. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, les frais de transport étaient très mal remboursés. Et là, avec l'augmentation du prix de l'essence, ça devient atroce. Donc en fait, là, il y a plein de femmes qui aujourd'hui travaillent pour rien. Oui, mais ça veut dire une revalorisation des bas salaires. Ça veut dire empêcher qu'il y ait des emplois où on fait 2 heures ici, 3 heures là et 1 heure à un autre endroit. Et qu'on fasse des temps complets, qu'on travaille sur les temps de déplacement. Et ça passe par une forme d'organisation collective de cela. Et pas laisser les femmes seules face à leurs clients, en fait, ou face à leurs employeurs. Parce que du coup, on a épluché un petit peu le programme et on a vu que le programme parle de sanctions aux entreprises qui font de la résistance et qui veulent toujours pas payer les femmes et les hommes. Il y en a déjà. Voilà, donc il y en a déjà. Donc qu'est-ce qui est différent en fait dans le programme? Qu'est-ce que LV propose de différent? Déjà d'augmenter les amendes, de revoir aussi l'index égalité, puisque vous savez que l'index égalité part d'un principe qui est quand même tout à fait fascinant, qui est que si vous avez 10% d'inégalité de salaire, c'est normal. D'accord, c'est comme ça, quoi. C'est comme la pluie qui tombe. Voilà, okay. C'est la normalité. Et puis voilà. Faut vérifier le chiffre, mais je crois que c'est 10%. Et donc voilà, revoir l'égalité, revoir les sanctions en cas de différence. Mais moi, j'insiste vraiment sur le fait qu'il y a aussi une question autour de la qualité des emplois, parce que les femmes sont plus concernées par les emplois de mauvaise qualité, par les temps partiels. Dans les temps partiels, il y a du temps partiel choisi, mais il y a du temps partiel subi. Et même dans les temps partiels choisis, si on regarde, c'est très lié à la faible répartition des tâches domestiques, à la mauvaise répartition des tâches domestiques. Et donc, ça passe aussi, par exemple, par un congé paternité de durée égale à la congé. D'accord, c'était ma question suivante, justement. Mais j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur ça, sur ce qu'il y a dans le programme, parce que j'ai noté la phrase, parce que je trouve ça intéressant. Vous parlez du modèle de l'Islande. Avec les entreprises de plus de 20 salariés, les administrations devront prouver qu'à poste et compétences égales, hommes et femmes touchent le même salaire, avec une vérification de l'inspection du travail. Et les structures qui ne respectent pas l'égalité salariale encourent une amende de 330 € par jour. Donc ça, c'est quand même assez... en termes pratiques, il y a quand même quelque chose qui est parce qu'en proposé. fait, ça répond à une question sur laquelle on bute à chaque fois, c'est que les femmes et les hommes n'occupent pas tout à fait les mêmes emplois. Donc en fait, on peut dire à emploi égal, rémunération égale, mais sauf que dans ces cas-là, il y a déjà une répartition genrée. Et donc, c'est pour ça qu'on passe d'emploi égal à compétence égale. C'est-à-dire, s'il faut un niveau de compétence égale, eh bien, on doit avoir le même niveau de rémunération. D'accord. Mais du coup, vous parliez du congé parental. Donc, qu'est-ce que vous proposez ce serait quoi la solution que vous proposez de manière idéale? Une durée absolument égale entre hommes et femmes. C'est la même durée pour les hommes que pour les femmes. Parce que pour les hommes, on le rappelle, c'est 1 mois. Oui, alors c'est même pas un mois obligatoire. Oui, c'est ça, c'est pas obligatoire, c'est 1 mois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de socle obligatoire pour les hommes, ce qui est fou. Et donc, je crois qu'il y a un chiffre, c'est 50%, peut-être pas 50%, mais en tout cas une grosse partie des hommes qui ne prend pas le congé paternité, en fait. Alors, de mémoire, c'est plus que ça, c'est plus que 50%. Je crois que c'est de l'ordre de 65%, mais ça aussi, c'est un chiffre qu'il faut vérifier. C'est de le rendre obligatoire, quoi. Et oui, c'est de le rendre obligatoire, et puis surtout... de faire en sorte que ce ne soit pas un moment crucial dans la carrière des femmes, parce que si on regarde un peu les trajectoires des femmes professionnelles, le moment de la maternité est un moment crucial, puisque pendant le congé maternité, en fait, les femmes prennent en charge l'essentiel des tâches domestiques, et quand elles retournent au travail, puisqu'elles sont à la maison, elles prennent l'essentiel. Et quand elles retournent au travail, eh bien, on ne revient pas à la situation initiale de partage. Donc, en fait, à chaque congé maternité, ce sont des moments où les femmes lâchent un peu de terrain sur les tâches domestiques. Donc, il est très important que les hommes se retrouvent aussi seuls à la maison et fassent les tâches domestiques. Et donc, chez les Verts, vous proposez quelle durée pour ce congé? La même chose que les femmes, donc 4 mois et demi et 6 mois. Ok. Moi, j'avais noté 16 semaines pour les 2 parents, dont 8 obligatoires. Ok. Et c'est ce qui permettrait d'engager un changement culturel, on va dire, justement, qui permettrait, ok, bon, vous le prenez pas à sa disposition, vous le prenez pas, bon bah ok, on va vous imposer directement ça pour que vous fassiez votre part finalement. Les vacances forcées pour Et moi, mais ça, c'est personnellement, j'irais même plus loin. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une question autour de l'absence de partage des tâches domestiques, puisque ça fait depuis
des années 70 qu'on ne progresse quasiment pas. Alors les femmes diminuent la part de tâches domestiques qu'elles réalisent, mais les hommes n'augmentent pas la leur. Depuis les années 70, ils ont augmenté de 14 minutes, ce qui c'est par semaine. Faut y aller petit à petit. Voilà. Ça va. Et donc, moi, je voudrais qu'il y ait même une possibilité de délit de non-partage des tâches domestiques, parce que je pense que le privé est politique et que tant qu'on ne donne pas les moyens aux femmes de véritablement obtenir l'égalité sur le partage, eh bien, on n'y arrivera pas. Ceci dit, ça n'est que moi, donc ne vous affolez pas. Je ne suis pas candidate à la présidentielle. On va chez les gens. Bonjour. Faire reconnaître dans un couple un non-partage. Oui. Yes. D'accord. Ok. Et comme on fait reconnaître des violences sexuelles au sein des couples, etc. En fait, le privé est politique. Et ça, c'est vraiment un impensé des politiques égalité femmes-hommes. C'est que les femmes font quand même 8 heures de plus de travail par semaine domestique. 8 heures, c'est une journée de travail. Payé, on le rappelle. Non payé, bien entendu, évidemment. Tout à fait. Et c'est crucial. Très bien. On a une question du chat, Mimi. Tout à fait, on a une question de Guillaume Fleury qui vous soutient largement, Sandrine Rousseau, parce qu'il vous trouve brillant dans le chat. Et Guillaume demande, prélever le surplus des hommes, donc sur cette question d'égalité, prélever le surplus des hommes pour le reverser aux femmes, serait-il possible pour égaliser On va plus loin que aller chez les gens, on va carrément prélever de la thune, c'est parti. Allez, on est parti. Allez, Guillaume. Donc un petit prélèvement URSSAF qui tombe tous les Pourquoi mois pas. pour rééquilibrer les choses. On sait que prendre au portefeuille, ça peut être... Ça fait souvent marcher droit ça peut derrière, faire ouais. bouger un petit peu les choses. Très bien. On continue sur un autre enjeu féministe, mais un peu différent. En tout cas, on va parler travail, mais voilà, sur un autre point. EELV, c'est un parti qui rassemble des positions assez diverses sur la question du travail du sexe. Il y a des personnes abolitionnistes, des réglementaristes, il y a des personnes qui soutiennent une abrogation de la loi de 2016 sur la pénalisation du client. Vous, c'est quoi votre position justement sur la question du travail du sexe, sur la question de la situation des travailleurs et des travailleuses du sexe? Alors moi, j'ai dit que je ne prendrais pas de position publique sans avoir rencontré les personnes sur place et d'avoir fait un travail sur place que je n'ai pas encore fait, donc je ne vais pas prendre de position publique aujourd'hui. Ceci dit, je pense que là, on est dans une forme de guerre de tranchées entre deux clans et que c'est précisément tout ce qui rompt toute possibilité d'avancer sur la situation concrète des personnes. Et donc, il nous faut travailler sur quelque chose qui, à la fois, respecte les personnes et qui pose comme quand même un problème collectif, le fait qu'on puisse acheter le corps et que ce soit 97% de clients et 3% de clientes, et que donc c'est un système qui manifestement favorise une forme de patriarcat, le patriarcat. Et donc, mais ceci dit, si on s'arrête à ça, on n'améliore pas la condition des personnes qui travaillent dans... Et c'est pour ça qu'il faut dépasser cette opposition. Mais pour cela, moi, je voudrais faire une enquête, et vraiment une enquête au long cours auprès des personnes dans les lieux où il y a de la prostitution, de sorte que je puisse avoir une position qui soit une position Parce que c'est vrai que vous avez été très incarnée. sollicité justement par Strass, par ACT UP pendant la primaire. Aussi, oui. Voilà, on est vraiment allé vous chercher, vous portez une candidature écoféministe, donc on s'est dit, il faut que vous ayez un avis. Vous assumez aujourd'hui de dire, voilà, j'ai pas de position... je ne fais pas une prise de position publique là-dessus, justement pour recueillir... J'ai des principes, c'est que la précarité est un problème, et un autre principe qui est que quand 97% des clients sont des hommes, c'est que ça sert à un patriarcat. Voilà. Et justement, si vous voulez, il y avait cette idée d'aller auditionner des associations. Oui, alors, c'est vous qui avez mais été j'ai été virée missionnée. entre-temps, donc voilà. Voilà, c'est vous et Mélanie Vogel, il me semble, qui étiez dans cette idée d'aller auditionner des associations. Est-ce que vous savez déjà quelles associations auraient été auditionnées? Enfin, voilà, on en a déjà auditionné pas mal. Ouais. On a auditionné le NI, Oser le féminisme. Les abolitionnistes, on devait auditionner pour le Strass, mais on n'a pas réussi à trouver de rendez-vous. On a auditionné Acceptes, qui est, voilà, et puis il y en a eu d'autres, et pardon pour celles que j'ai oubliées, mais enfin on auditionne tous les côtés du problème. Mais ceci dit, des auditions, c'est encore pas le fait d'aller voir, et moi notamment j'aimerais passer une nuit dans le bus des femmes, et s'il y en a qui m'entendent ici, s'il vous plaît, permettez-moi de passer cette nuit dans le bus des femmes, parce que j'aimerais beaucoup. C'est ce que je disais, parce qu'en fait, auditionner, je pense pour certaines personnes du chat, elles savent
peut-être pas la différence entre vraiment être sur le terrain, auditionner, qu'est-ce que ça veut dire Auditionner, ça veut dire qu'on est sur une table comme ça, puis qu'on reçoit les personnes, mais c'est pas pareil, elles sont pas dans leur contexte. Et puis c'est évidemment les personnes qui sont aussi le plus politisées ou le plus qui portent une parole, qui est une parole assez plus institutionnelle peut-être que les gens sur le terrain qu'on va rencontrer directement. Et voilà, et donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'aller sur le terrain sur ce sujet encore plus que sur tous les autres, je crois. D'accord. Très bien. Là, du coup, c'est votre position à vous. Est-ce que peut-être vous pouvez en dire un peu plus sur la position du parti? Du coup, je ne sais pas. Alors, la position du parti, elle est très partagée, puisqu'il y avait une motion qui était passée et qui était sur plutôt une abolition de la loi de 2016, pardon, mais qui est passée à une voix près. Donc, en fait, c'était vraiment 49,9% versus 50,1%. Donc, c'est très partagé, c'est très tendu dans le parti, comme dans toute autre organisation, d'ailleurs, là-dessus. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut aller vers quelque chose d'un peu plus profond, réfléchi, travailler avec les personnes et surtout, après, vraiment un travail de terrain. Très bien. En tout cas, merci d'avoir clarifié, d'avoir enrichi un peu cette question qui, comme on l'a dit tout à l'heure, avait été quand même un petit peu tendue. Et puis en vrai, c'est une ligne de fracture dans le féminisme. Oui, globalement, c'est aussi un reflet des questions qui traversent le féminisme. On l'a vu avec le port du voile, avec la de prostitution. Oui, mais ça, moi, là-dessus, j'interpelle un peu pour dire que oui, c'est vrai, c'est des sujets qui divisent le monde féministe. C'est des sujets aussi qui sont très mis en avant à des moments cruciaux type élection. Et sincèrement, ce sont des sujets aussi qui nous affaiblissent en réalité. C'est-à-dire que tant qu'on n'arrive pas à trouver les moyens d'une discussion et d'aller de l'avant, on n'a pas un féminisme, on a des féminismes. Et tant qu'on a des féminismes, après, on gagne pas. Dans tous les courants idéologiques, il y a des oui, mais pas des sujets... Il y a des débats et des questions, quoi. Bien sûr, mais pas des sujets où on n'arrive même plus à se parler, quoi. Ah, il y a une question sur le chat. Oui, rebonsoir. J'ai une question très intéressante de Nico5BR qui dit « Voyez-vous d'un bon œil le fait que des partis inintéressés par ces questions à la base reprennent à leur compte les problématiques féministes et environnementales ?» Est-ce qu'il y a un parti visé en particulier ou... Des partis au pluriel. Après, vous déduisez ce que vous voulez en termes de quel parti. Mais je pense que c'est une bonne question. Les questions féministes, les questions écolos sont beaucoup plus incontournables qu'il y a ne serait-ce que 10 ans, 15 ans. Que faire des partis qui s'en sont jamais trop occupés et qui, maintenant qu'on ne peut plus ne pas en parler, décident de l'inclure dans leurs chevaux de bataille. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, finalement ? J'ai envie de dire, c'est quand même une bonne chose parce que du coup, ça fait qu'on en parle. Dans les faits, on n'en parle pas quand même tant que ça, en vrai. C'est-à-dire que c'est pas un sujet très présent dans la présidentielle. Et notamment, ça a été effacé par l'affaiblissement des femmes, et notamment à gauche. Et puis, il y a aussi, je trouve, un peu de féminisme washing, comme il y a un peu de greenwashing dans les partis, notamment à droite. Et quand je vois les femmes avec Zemmour, par exemple, ça m'évoque pas quelque chose de féministe, au contraire. Ah oui, d'ailleurs, je tiens à préciser, le Z derrière nous, c'est pas les femmes avec Zemmour. On rappellera en soit clair. On nous a posé la question. Mais oui, c'est vrai que c'est intéressant de voir certains candidats se placer sur ce terrain-là, alors que oui, mais alors Zemmour, c'est évidemment le candidat le plus extrême de ce point de vue-là, mais c'est pas le seul, et même il y a des partis qu'on pourrait qualifier de progressistes qui ne le sont pas tant que ça sur le féminisme, qui le recyclent à chaque élection. Et là, en l'occurrence, moi, je pense que le féminisme, ça n'est pas une posture, c'est une discipline de chaque instant, c'est une construction politique aussi profonde, une réflexion. Et donc, c'est pas quelques mesures sur un programme, c'est aussi une manière de faire campagne, une manière d'avoir des équipes, une manière même, j'ai envie de dire, d'être en politique. Et ça, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de progrès là-dessus, quel que soit le final, même, j'ai l'impression quand même que même à droite et à l'extrême droite, il y a toujours eu une vision de la femme. Je mets des guillemets sur qu'est-ce que les femmes doivent représenter dans la société, au final. Oui, ça se traduisait par des choses différentes, par exemple des politiques natalistes, en disant que c'est pour le bien de la femme. Voilà, du coup, donc, la femme doit participer à la société. Enfin voilà. Au final, il y a toujours, on parle des femmes... de manière que ça puisse être de manière un peu problématique comme tu dis, mais voilà, c'est un sujet qui est quand même présent, quoi. Mais effectivement, il y a du féminisme washing aussi, quoi.
Oui, parce que si on est, si on se déclare féministe comme ça, mais que par exemple on reconnaît pas le droit des lesbiennes, on n'est pas complètement féministe, par exemple. Enfin voilà. Mais de qui parlez-vous? Je ne sais pas. De quelqu'un qui n'a pas voulu venir dans cette émission. Ok, très bien. Mais du coup, Mimi, est-ce qu'il y a encore des questions ou des réactions sur le chat? Alors du coup, il y a pas mal de gens qui essayent de deviner de quelle partie qui ne s'intéressait pas au féminisme et à l'écologie on parle. Voilà, mais je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui ont été cités, la France Insoumise, Macron, etc. Même Europe Écologie Les Verts, donc on a de tout. À part ça, pas de questions pour le moment. Ok, et écoutez, c'est le moment que tout le monde attend. On va accueillir Mathieu Mollard de Street Press qui va nous montrer trépigne d'impatience derrière la porte. Il saute derrière la vitre, qui va nous montrer une petite vidéo sur laquelle vous allez réagir. Magie, on a claqué les doigts. Mathieu Mollard, rédacteur en chef de Street Press, est à côté de moi et il va parler et nous présenter une vidéo. Bonsoir, bonsoir Sandrine Rousseau. Bonsoir. On va parler de la situation des gens du voyage. Et pour ça, on va vous montrer d'abord un extrait d'un documentaire qu'on a tourné pour et diffusé sur Street Press. Il est encore en ligne sur YouTube, vous pourrez le retrouver. Il parle des habitants de l'aire d'accueil voisine de l'usine de Lubrizol. Et d'abord donc cet important incendie en ce moment dans une usine classée Seveso à Rouen. À l'usine Lubrizol, l'une des plus importantes de la région. Des débris retombent autour des bâtiments. Les riverains, d'après la préfecture, ont été confinés. On voyait les flammes là, derrière la cheminée bleue. Ça a duré 2 jours pour essayer d'éteindre le feu. On sait qu'ils ont construit ici. Dans les usines, vous savez, ça c'est des bombes à retardement. La police elle est venue nous voir en disant quoi? Vous êtes dans une zone qui n'est pas habitable. On est là, on paye 300 € au mois, mais on est dans une zone pas habitable. C'est comme si on n'était même pas humains, quoi, qu'on était des bêtes, et même des bêtes on ne les mettrait pas dans les usines. Donc l'usine Lubrizol, pour ceux qui ne se souviendraient plus de cette histoire, c'est une usine classée Seveso, donc un site où étaient fabriqués des produits chimiques qui est parti en fumée, littéralement. Sauf que dans cette fumée, il y avait énormément de produits toxiques qui sont retombés sur les habitants aux alentours et les plus proches, ceux qui habitaient juste derrière, depuis leurs fenêtres, ils voient cette usine, c'était les habitants de cette aire d'accueil. Ils sont là parce que c'est le seul endroit dans le coin où ils peuvent s'installer. Ils sont locataires, ils payent un loyer pour accéder à l'électricité, à l'eau courante. Ils payent aussi, il faut le rappeler, ce n'est pas un cadeau qui leur est fait. Si on a choisi de montrer ces images, c'était pour parler de cette situation en général. Je vais citer une phrase que nous avait racontée William Hacker, qui a fait un livre sur le sujet. Il disait « Si tu ne trouves pas l'aire d'accueil, cherche la déchetterie ». William Hacker, il a étudié la géographie des 1358 aires d'accueil qu'il a recensées en France. Moins de 4% des villes en France ont une aire d'accueil. 70% des aires d'accueil recensées en France sont isolées, donc éloignées des centres-villes et des commodités. Et plus de 50% sont polluées. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour changer cette situation, sachant qu'on a regardé le programme de Yannick Jadot et qu'il n'y a pas un mot, sauf erreur de ma part, sur le sujet? C'est une situation de discrimination, c'est aussi une situation de racisme environnemental. C'est une notion dont on parle peu en France, mais qui est réelle. C'est-à-dire que plus vous avez de personnes issues de minorités, et plus le niveau de pollution est important. Et en l'occurrence, sur les aires d'accueil, en effet, on est sur des situations catastrophiques. Je suis même allée en visiter une et soutenir les habitants d'une à côté de Lille, entre Hellemmes et Lausanne. Et en fait, ces personnes-là n'ont aucune espèce de pouvoir politique pour se faire entendre. Et par ailleurs, il y a une discrimination sur laquelle on s'est très habitué, qui est d'appeler ça les aires d'accueil des gens du voyage. On ne parle pas des cimetières en disant que c'est des aires d'accueil de Maccabée. Et en fait, désigner les gens qui vivent sur ces aires, c'est déjà désigner la discrimination. Et donc, il y a un enjeu absolument important à faire en sorte que ces aires soient
au sein des villes, que les personnes qui vivent sur ces aires soient intégrées au réseau urbain, proches des transports en commun quand il y en a, proches des écoles aussi, parce que aller d'une aire d'accueil à une école, parfois c'est extrêmement compliqué. Et par ailleurs, le fait qu'elle soit très éloignée, ça concentre aussi les enfants dans une école, alors qu'on pourrait imaginer qu'ils puissent aller sur 2 ou 3 écoles, de sorte qu'ils se fondent davantage avec les autres élèves de ces écoles-là. Donc ça, c'est une volonté publique, c'est une volonté politique, et ça passe par l'obligation faite aux maires de mettre en place ces aires d'accueil et réellement de les rendre viables et dans des endroits qui ne soient pas pollués. Et ça, quelque part, c'est l'abandon complet du politique pour les personnes les plus vulnérables. Les aires d'accueil, c'est vraiment ce qui révèle en fait l'absence de politique pour les personnes vulnérables. Alors, je précise que l'expression aire d'accueil pour les gens du voyage, c'est la désignation administrative. Oui. Donc cette discrimination, elle va jusque dans les textes de loi, elle est systémique, elle est dans la loi. Vous dites qu'il faut que ces aires d'accueil soient plus proches des centres-villes, dans des conditions de vie meilleures, mais théoriquement, déjà, il faut qu'elles existent. Il n'y a pas un seul département en France qui respecte la loi sur ce sujet. En théorie, les villes reçoivent des amendes si elles ne le font pas, mais elles s'en foutent. Elles payent les amendes. Elles payent les amendes. Qu'est-ce qu'on fait ? On se substitue ? C'est les préfets qui doivent dire « Ok, moi je décide, on construit là l'aire d'accueil et c'est comme ça ?» Oui. Mais oui, c'est une volonté politique. À un moment, si les maires ne sont pas en capacité de prendre cette décision parce qu'ils fuient devant les discriminations, parce qu'ils ont peur des discriminations et qu'ils préfèrent donner raison aux discriminants, eh bien, le préfet se doit d'appliquer la loi et la loi protège les plus faibles. Enfin, c'est évident. Mais c'est pas fait. Non, mais bien sûr que ça n'est pas fait et ça n'est pas fait pour ça comme beaucoup d'autres choses, sur le droit au logement, sur l'accueil des populations roms dont on pourrait aussi parler et qui sont dans des conditions assez extrêmes. Mais tout cela, je veux dire, tant qu'on donne raison, tant qu'on cède devant les discriminants, on accentue les discriminations en fait aussi. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on isole les personnes et on ne permet pas aux mentalités d'évoluer. Mais sur ce sujet, je trouve que ça va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de parole politique ou publique, ou extrêmement rarement sur le sujet. C'est-à-dire même pour dire « ceci est une discrimination », pardon, j'ai pris le cas de Yannick Jadot, mais c'est le cas de à peu près tous les programmes, il n'y a rien, on n'en parle même pas. Oui, c'est même pas une problématique qui est visibilisée. Oui, mais là, pour le coup, vous pouvez pas me faire le reproche à moi. Moi, quelques jours avant le 2e tour de la primaire, je crois que c'était entre les 2 tours de la primaire, faut vérifier la date, mais je crois que c'était entre les 2 tours de la primaire, je suis allée sur une aire d'accueil pour dénoncer le racisme environnemental. Précisément parce que c'était des gens dont on parlait pas. En disant, mais regardez, et il y a eu un article de la presse, il y a eu une émission. Et pourquoi il y a rien dans le programme alors ? Parce qu'après aussi dans un programme, il y a des... Parce qu'il y a une section sur les inégalités. Lignes qui sont faites. Oui, écoutez, je vais pas... Non, mais il y a sans doute des luttes contre les discriminations et là, en l'occurrence, il n'y a pas un focus sur ce problème-là. C'est un sujet, il doit y en avoir un, parce que c'est un sujet collectif. Vous l'avez fait vous-même, c'était la suite de mes questions sur le racisme environnemental et je voulais aller là-dessus également. C'est un concept qui a été forgé dans les années 70, au début 80 aux États-Unis. Il visait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à visibiliser et à lutter contre les discriminations environnementales dont étaient victimes les habitants des quartiers populaires, qui étaient majoritairement racisés aux États-Unis, mais comme en France aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour les pollutions que subissent les habitants des quartiers populaires en France ? Ça, il y a plein de choses à faire. Il y a déjà s'intéresser au niveau de particules fines qui sont particulièrement élevées le long des axes routiers. Et plus l'axe est dense, plus il y a de particules fines. Or, les quartiers populaires sont souvent le long de ces axes. Ça veut dire, par exemple, déplacer les axes routiers, diminuer la quantité de voitures qui y passent. Et on revient sur ce sempiternel problème de la voiture. Mais c'est un sujet collectif, la voiture. Ça n'est pas que ma voiture à moi que je veux garder, c'est un sujet collectif. Et puis, il y a aussi un autre sujet qui est peu connu, c'est que ces quartiers-là ont souvent été faits, les quartiers où il y a le plus de personnes non blanches, je vais le dire comme ça, ont souvent été faits en bordure des villes. Donc, au moment où ils ont été construits, c'était dans les champs.
Et le fait que des quartiers comme ça se construisaient a fait baisser le prix du foncier autour. Et donc, on y a mis des incinérateurs, des usines polluantes, des choses comme ça. Et donc, c'est aussi revoir l'urbanisme à l'aune de nos comportements et de la ségrégation spatiale qu'il subit. Et ça veut dire aussi qu'à un moment donné, si on veut mettre les incinérateurs à des endroits où ça gêne le moins, il va falloir diminuer le nombre d'incinérateurs et donc diminuer le nombre de déchets. Et on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que sans sobriété, en fait, il n'y a pas de solution simple. Et là, en l'occurrence, dans les quartiers, il y a aussi un autre sujet qui est l'accès à la nature, puisque souvent, ce sont des quartiers qui sont complètement enfermés. Donc, ça enferme les populations qui bougent très peu de leur quartier parce qu'on les a volontairement aussi parqués là-bas. Donc, ouvrir ces quartiers, y donner un accès au transport en commun, c'est permettre à ces populations de trouver un travail, d'aller faire des études en ville et tout ça. Mais c'est aussi un accès à la nature. C'est-à-dire, ça permet aussi de sortir et d'avoir accès à la nature pour des quartiers qui sont souvent uniquement faits de béton. Ouais, j'allais ajouter sur la question du béton. J'habite dans une ville de Seine-Saint-Denis proche de Paris et en fait, il y a tellement de béton qu'il fait plus chaud. Bien sûr. Dans ces villes-là. Ce sont des puits de chaleur, que à Paris. Parce que Paris, même si c'est très bétonné et qu'il manque d'espace, c'est très dense, mais il y a quand même des arbres, il y a des parcs. Et en fait, quand on passe le périph', à Aubervilliers, à Saint-Denis, le niveau de bétonisation est très, très élevé. Les terrains de foot sont des terrains synthétiques, donc qui collectent la chaleur, etc. Et en fait, se créent des effets canyon. Il y a un article de Reporter que vous retrouverez qui est assez intéressant là-dessus, où en gros, ils expliquent que, comme au fond d'un canyon dans le désert, le soleil tape sur les buildings, ça fait monter, ça fait cocotte minute, et il fait encore plus chaud dans ces quartiers-là que 500 mètres plus loin, où il y a un peu plus d'arbres, etc. Donc en fait, il y a la pollution, la chaleur et le réchauffement climatique va aussi toucher en premier, ou un peu plus, les habitants de ces quartiers populaires. Je voulais rajouter ce détail-là. Ouais. Tout à fait, et d'ailleurs on l'a vu avec le Covid, mais on le verra à la prochaine canicule, c'est que ces quartiers sont particulièrement touchés. Parmi les plus grands taux de mortalité du Covid, il y a la Seine-Saint-Denis et Roubaix, qui sont des quartiers particulièrement pauvres, et dans ces populations qui ont été particulièrement touchées, les personnes qui sont le plus décédées sont des personnes plutôt âgées, souvent de populations immigrées, et en fait ce sont eux aussi les vulnérables de la société, et eux aussi ont été oubliés, et en l'occurrence la végétalisation des quartiers, l'accès mais même à des parcs, etc., est absolument essentiel. C'est-à-dire, c'est pas du luxe, c'est vital. Et on l'a vu pendant le Covid, on le verra à la prochaine canicule, exactement de la même manière. Bah écoute, merci Mathieu. Bah merci, je m'en vais. Merci pour ton intervention. Et c'est un sujet très intéressant et on va continuer à en parler un petit peu. Je reviens ici pour le débrief. Au revoir. Nous sommes de retour sur le plateau avec à nouveau Maëlle Lecor à côté de moi. On m'a dit dans l'oreillette, et cette fois il y a vraiment une oreillette, qu'il y a des réactions sur le chat, Mimi. Tout à fait, plusieurs réactions et questions sur le chat. La première, c'est celle qui est peut-être le plus proche du sujet qu'on vient d'aborder, à savoir les politiques d'accueil, puisque Jean616 demande « Est-ce que vous pensez que l'engouement, il l'a mis entre guillemets, faute d'un meilleur mot, et les moyens fournis pour l'accueil des réfugiés d'Ukraine servira de leçon pour repenser les politiques d'accueil en général ?» C'est une bonne question, j'espère. Je n'en suis pas certaine parce que pour l'instant, l'accueil des personnes en Ukraine n'est pas exempte elle-même de discrimination. C'est-à-dire que pour l'instant, on accorde l'asile très facilement, enfin on accueille très facilement les personnes de nationalité ukrainienne, les personnes qui vivent en Ukraine mais qui ne sont pas de nationalité ukrainienne, et notamment les personnes qui viennent juste d'arriver en Ukraine via des filières d'immigration, elles ont beaucoup plus de mal à passer les frontières. Et donc, j'aimerais qu'on regarde cette politique d'accueil à l'aune de ce que c'est. C'est-à-dire des personnes sont en danger, elles fuient pour leur vie, et donc on doit les accueillir. Et c'est Rokhaya Diallo qui a fait un passage absolument extraordinaire sur TPMP là-dessus, et qui disait qu'il y avait une forme de privilège blanc à ce que... Quand les corps blancs sont face aux bombes, alors on les accueille de manière immédiate. Mais quand ce sont des corps non blancs, eh bien, on considère que les souffrances qu'ils et elles endurent sont finalement consubstantielles de leur position. Et donc, on a beaucoup plus de difficultés à les accueillir. Ça a été le cas en Afghanistan. On a quand même... je rappelle qu'en Afghanistan, on a connu une politique, notamment française,
absolument épouvantable et honteuse de tri dans un aéroport où on n'était pas en mesure de faire le tri des personnes et donc où on a pris uniquement sur la base de connaissances un très faible nombre de personnes par rapport à notre capacité d'accueil, alors même qu'on se targue d'être le pays du droit des femmes, etc. Eh bien, on a laissé beaucoup de femmes face aux talibans et on savait ce qui allait se passer dans leurs conditions et pour autant, on a laissé faire. Donc, si cette crise ukrainienne aboutissait au fait qu'au moins on regarde un tout petit peu la manière dont on accueille les réfugiés en Europe et en France, je pense qu'on aurait progressé. Je ne suis pas complètement sûre d'être optimiste aujourd'hui, mais en tous les cas, ça fera partie des pieds qu'il faudra mettre dans la porte à l'issue de cette crise. Il y a une autre question, Mimi ? Oui, alors, merci beaucoup pour cette réponse. On a aussi beaucoup d'enthousiasme sur le chat pour cette interview, pour les sujets qu'on aborde et tout, donc on est ravis. On a une question alors très vaste, mais qui je pense résonne chez beaucoup de gens qui votent à gauche, une question de Aude Alanois qui dit « Pourquoi les partis de gauche n'organisent pas la résistance et ne développent pas plus de communautés de discussion entre deux élections ? Les réunions de partis semblent s'endormir entre deux élections. C'est difficile de comprendre comment les partis fonctionnent, comment les intégrer. Les mouvements comme Nuit debout et les Gilets jaunes semblent devoir naître et renaître à chaque mandat, ce qui les affaiblit. » Et on en revient, alors c'est une question sur... Que font les partis de gauche entre deux élections ? Je pense que là-dessus, il y a une méconnaissance du grand public sur la vie politique et la réalité de la vie politique entre les échéances, donc ça c'est cool. Et puis il y a la question aussi peut-être de l'union de la gauche, la fameuse plus largement, qu'on a forcément déjà pas mal évoquée cette année. Alors, sur ce que font les partis entre deux élections, ils travaillent. C'est-à-dire que les militants font des choses, travaillent, appuient les actions publiques, vont à des manifestations, font des actions, etc. Bon, il y a vraiment une vie militante entre deux élections. Le problème aujourd'hui, c'est que les partis tels qu'ils sont, particulièrement à gauche, sont des partis qui ont du mal à imaginer qu'on puisse aller au-delà et faire quelque chose de l'ordre d'un mouvement citoyen de grande ampleur, etc. Et d'ailleurs, c'est très étonnant parce que la LFI, par exemple, c'est pas complètement un parti, enfin, c'est un mouvement plutôt, et on voit bien que ce mouvement agrège davantage. C'est-à-dire, je crois qu'il y a vraiment une question à se poser sur la forme partidaire, parti politique, qui aujourd'hui ne répond pas complètement aux aspirations des personnes. Et puis... moi, j'ai envie de dire que la question qui me semble être posée derrière, c'est vraiment comment on lève un mouvement citoyen, comment on fait en sorte de redonner de l'espoir, de l'envie, de la force, d'aller changer les choses ensemble, etc. Eh bien, peut-être que je peux m'engager ici à dire que moi, j'ai extrêmement mal vécu quand même cette présidentielle où chacun est dans son couloir, où on n'arrive pas à se parler, ou quand on se parle, on se critique mutuellement, et que j'espère que, en tous les cas, je ferai en sorte, à ma petite place, à mon petit pouvoir, que les prochaines fois, on aborde les élections sans doute de manière un peu différente, parce que cette question de l'alliance, c'est pas une question rhétorique, c'est une question aussi d'alliance des histoires de gauche. Et ça, c'est assez peu dit en général, et donc je veux juste un tout petit peu insister là-dessus, c'est que quand on regarde le socialisme, alors on peut regarder évidemment les 10 dernières années et se dire que ça n'a pas été complètement à la hauteur des enjeux, et moi-même je suis la première à critiquer ça, mais en même temps le socialisme, c'est une histoire de conquête sociale, c'est une histoire très importante d'amélioration de la vie des gens, de progrès humain. Et on l'a aussi du côté du Parti communiste, de la gauche plus révolutionnaire, ou même de cette sociologie de LFI qu'on a du mal à définir. Et puis les écologistes ont devant eux toute une notion de progrès à redéfinir, un progrès de préservation de la planète, de préservation des enjeux. Et en fait, tout ça, on en a besoin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer lutter contre le réchauffement climatique sans s'interroger sur les progrès sociaux et sociétaux qu'on doit faire. On ne peut pas se dire qu'on va diminuer les émissions de carbone et pas se poser la question de la sécurité sociale et de ce qu'elle doit inclure, le service public, qu'est-ce qu'il doit inclure. Et puis, on ne peut pas non plus se dire qu'on va complètement changer les choses en restant dans un système néolibéral, etc. Et donc, on a besoin de cette aspiration un peu révolutionnaire ou de rupture qui est incarnée par l'extrême gauche. Donc en fait, pour moi, là, on est en faiblesse parce que précisément, on ne s'allie pas. Et c'est pas qu'une faiblesse d'alliance, c'est aussi une faiblesse d'histoire politique, de sociologie. Et donc, je pense que pour renverser la table la prochaine fois, il nous faudra envisager les choses différemment. Ok, très bien. Eh bien, tout un programme. Hein. Merci le chat pour cette question. Moi, du coup, je voulais revenir justement un petit peu sur
Parce que pour moi, la question du racisme environnemental et plus largement la question de l'écologie décoloniale, pour moi, c'est vraiment peut-être le futur de l'écologie. Ouais. Est-ce que vous avez des pensées sur ça ? J'ai noté deux points qui me paraissent importants, à savoir les habitants des pays du Sud sont les principales victimes du dérèglement climatique, parce qu'on n'a pas parlé de cette crise climatique et du rapport du GIEC qui est quand même qui montre que les choses sont assez mal engagés. Et ces pays du Sud donc, sont les principales victimes du dérèglement climatique, alors qu'ils sont les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Et j'avais aussi envie de parler de l'Afrique, parce qu'en Afrique, on a énormément de déchets occidentaux, notamment sur les plages. Et j'avais envie de citer l'exemple du Ghana, qui contient l'une des décharges électroniques les plus grande au monde. Donc voilà, cet impact peut-être de l'écologie sur les pays du Sud, à qui on fait souvent... récemment, il y a eu un membre de la famille royale d'Angleterre qui a dit qu'on faisait trop d'enfants en Afrique et que ça pesait du coup sur l'écosystème. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses intéressantes à articuler autour des relations pays nord-sud. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Est-ce que c'est quelque chose que sur lequel le parti a réfléchi ? Oui. Je voudrais dire que c'est pas que un membre de la famille royale qui dit qu'en Afrique on fait trop d'enfants. Quand Emmanuel Macron, notre président, a ouvert sa conférence France 2030, et j'ai été très choquée de cela et ça n'a pas été relevé, et il a commencé en disant qu'il y avait un problème de natalité en Afrique. Et ça, c'est scandaleux. Mais vraiment, c'est scandaleux. C'est-à-dire que nous sommes responsables historiquement de ce réchauffement climatique, du stockage de carbone dans l'atmosphère. Nous en avons une grande responsabilité historique, mais quelque part au-delà même, parce qu'aujourd'hui, ça n'est plus l'Europe et les États-Unis qui émettent le plus, c'est la Chine en valeur absolue, mais... c'est aussi parce que nous avons imposé notre modèle de consommation et notre modèle de production que la Chine, l'Inde et d'autres pays commencent à en émettre autant que nous, si ce n'est plus. Et donc, on a une responsabilité morale, on a une responsabilité factuelle dans ce réchauffement climatique. Et là, je pense que c'est un peu une heure de vérité pour nous, de savoir est-ce que l'on sera capable, nous, Européens, de regarder les choses en face, d'assumer nos responsabilités et de dire que oui, nous en sommes responsables et donc nous devons changer notre modèle de consommation. Et je reviendrai juste après sur cette idée de changer de modèle de consommation, mais en plus d'aider les pays qui en sont victimes et qui ont une moindre responsabilité à faire face à ce réchauffement climatique. Aujourd'hui, on n'est pas sur cette voie-là. Aujourd'hui, on refuse cette responsabilité et on refuse l'obstacle. Et quand je dis qu'on a des difficultés à imaginer notre changement de modèle de consommation, je fais référence par exemple à la question ukrainienne aujourd'hui, où un des moyens, on le sait, un des leviers importants, ce serait de se priver de gaz. Alors évidemment, ça n'est pas confortable, évidemment, ça n'est pas agréable de se priver de gaz russe. Et pour autant, ce serait un levier absolument majeur, crucial pour faire la pression sur Poutine. Et on voit bien que face à cela, on refuse de mettre en cause notre modèle de consommation. Et c'est là, en fait, l'heure de vérité à laquelle nous sommes et l'espèce de moment de vérité. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être capable, en temps de paix et en conscience, de radicalement changer nos modes de production et de consommation pour préserver et les pays du Sud et nos enfants ? Est-ce qu'on va être capable de le faire ? Est-ce qu'on préfère nos SUV à nos enfants ? Est-ce qu'on préfère nos SUV aux habitants des pays du Sud ? Aujourd'hui, la réponse est oui, nous préférons nos SUV. Eh bien ça, la question doit se poser en ces termes, c'est-à-dire quelle sera notre responsabilité dans la question climatique. Et moi, ce qui me frappe quand on parle de réchauffement climatique, c'est que très souvent, on gomme les rapports sociaux. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une espèce de comète qui tombait sur la Terre, c'est le film Don't Look Up qui est accessible sur Netflix, où il y a une comète qui tombe sur la Terre. C'est comme si personne n'était responsable de cette comète et que ça touchait tout le monde de la même manière. Mais ça n'est pas vrai. Les personnes les plus pauvres sont en première ligne des dégâts environnementaux et les plus riches sont en première ligne des responsabilités. Et donc, il nous faut poser cela en tant que tel et faire en sorte que ce soit nos rapports sociaux qui se modifient et que nous, pays riches, nous acceptions de modifier de manière conséquente nos modes de vie pour aller vers de la sobriété. Et ça, ça dira notre intelligence, et ça dira collective, et ça dira notre responsabilité face à l'histoire. Aujourd'hui, comme pour le reste, je ne suis pas complètement optimiste, mais je me battrai jusqu'au bout.
Je change un petit peu de sujet. Je voulais revenir un petit peu sur la question de la crise sanitaire. Dans laquelle, évidemment... Un enjeu aussi écologique. Un enjeu écologique, évidemment. Alors là, je ne vais pas revenir sur la crise du Covid en tant en lien avec l'écologie, mais comme vous étiez effectivement vice-présidente de la fac de Lille, je voulais savoir quel impact du Covid, justement, vous avez constaté sur les étudiants qui ont été justement extrêmement touchés par cette épidémie. Et par les conséquences de la crise sanitaire, sachant le fait que l'accès aux cours, l'accès aussi à l'emploi pour beaucoup de jeunes qui a été complètement cassé à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez constaté ? Qu'est-ce qu'il a pu être mis en place aussi que vous avez vu à l'université de Lille ? Qu'est-ce que vous avez constaté déjà d'une part ? Alors, on a mis beaucoup de choses en place, mais déjà, l'impact est terrible. Et il est terrible financièrement, psychologiquement et même en termes de mobilisation d'une jeunesse. Moi, je garde quand même en tête ce premier clip qui était sorti, un des premiers clips qui était sorti de lutte contre le Covid, où vous aviez des jeunes qui sortaient soit d'une fac, soit d'un lycée, on ne savait pas trop, qui plaisantaient ensemble. Et puis après, ces jeunes allaient chez leurs grands-parents, faisaient la bise à leurs grands-parents et leurs grands-parents mouraient. Et en fait, le message qui était envoyé dans ce clip, c'était que c'était les jeunes qui étaient responsables de la transmission du Covid. Et ce clip était appuyé par tout un discours gouvernemental disant que c'était les fêtes des jeunes, les fêtes des étudiants qui étaient à l'origine de la propagation du virus. Et ça a stigmatisé la population des jeunes qui, du coup, s'est trouvée face à une responsabilité qui était de dire est-ce que c'est nous qui tuons nos parents et nos aînés ? Et en fait, c'est très grave de poser les choses comme ça, mais c'est hyper grave. C'est-à-dire que c'est faire peser sur des jeunes des responsabilités qui ne sont pas les leurs, puisque c'est une responsabilité de santé publique. Et donc, c'est une responsabilité collective. Ça permettait de ne pas parler des moyens de l'hôpital, par exemple. Oui, et puis surtout, ça renvoyait systématiquement à des comportements individuels et pas à une organisation sociale de l'hôpital. Ça n'a pas vraiment changé, finalement. Et ça n'a pas du tout changé. Donc, il y a eu ça. Ensuite, il y a aussi eu un impact financier très conséquent, puisque on rappelle que nombre d'étudiants dépendent de petits boulots en complément de leurs études pour vivre. Alors, ça dépend des universités, mais dans l'université dans laquelle j'étais, c'est un étudiant sur deux qui avait besoin de ces petits boulots pour compléter les fins de mois. Et donc, ces étudiants-là ont perdu des ressources et on a eu une explosion, mais hallucinante, de la pauvreté étudiante. Et puis, il y a eu une troisième chose, c'est qu'on a considéré et on a géré cette crise à l'aune du fait que les jeunes pouvaient, s'ils le souhaitaient, rentrer chez eux, chez leurs parents et bénéficier de conditions d'accueil chez leurs parents qui étaient bonnes et qu'au contraire, ça leur faisait même plaisir de rentrer chez leurs parents. Et ça, le vécu de l'université que j'ai, c'est que oui, il y a évidemment des étudiants qui sont contents de pouvoir rentrer chez leurs parents, mais ça n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a déjà dont les parents habitent très loin et qui ne peuvent pas rentrer, qui n'ont pas les moyens financiers pour rentrer. Et puis, il y a toute une part d'étudiants aussi qui ne s'entend pas avec ses parents pour plein de raisons, et plein de raisons qu'on n'a pas à commenter et qu'on n'a pas à juger, et qui sont restés pendant près de 2 ans enfermés dans 9 mètres carrés. Et notamment dans ces étudiants qui ne s'entendent pas avec les parents, il y a quand même des cas de discrimination, notamment liés aux LGBT-phobie ou aux violences sexuelles intrafamiliales, et on a complètement abandonné cette population-là. Donc, et en même temps, on a accepté que les enfants qui étaient en prépa, eux, aient accès à leurs cours. Donc en fait, on a cumulé une discrimination sociale, une discrimination sociétale, une discrimination financière. Et donc on a des jeunes qui aujourd'hui sont vraiment, mais moi je les ai jamais vus aussi démotivés, aussi éloignés des études, aussi désabusés sur leur avenir. Et je trouve que c'est incroyable qu'on ait à ce point-là abandonné une partie de la population. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui justement pour retrouver ces jeunes et les remettre... j'allais remettre aux études, c'est pas forcément ça. Ça fait très... Allez, au boulot. Non, mais justement, qu'est-ce qu'on fait pour réenchanter les études et retrouver un peu... Réenchanter les études, Maëlle. Déjà, on leur donne quand même une allocation qui est un tout petit peu plus forte que les bourses du Crous et on augmente l'allocation. Yannick Jadot, dans son programme, propose 920 € pour les étudiants, donc c'est quand même le minimum. Et puis ensuite, il y a toute une manière aussi de revoir les études et la manière dont on donne les cours, le rôle qu'a l'université, redonner beaucoup d'argent, par exemple, sur la culture, sur la vie étudiante, sur le sport, sur des choses qui donnent envie d'aller à l'université et dans les études supérieures, et puis donner un avenir.
Il y a aussi la question de l'abrogation de Parcoursup qui se retrouve Ah dans oui, mais énormément évidemment. de Voilà. Après, si programmes. vous voulez rentrer dans les Donc, réformes, ça, il y a c'est un- Parcoursup, il y a la sélection en master. Donc, Mhm. il y a 2 réformes qui sont passées durant le quinquennat. Et il y en a même une 3e qui est les frais différenciés pour les étudiants étrangers. Parce qu'il faut quand même savoir qu'on a accueilli des étudiants étrangers à qui on a fait payer plusieurs milliers d'euros l'entrée à l'université et qui sont restés dans leur chambre. Non, mais c'est quand même absolument scandaleux. Et donc, toutes ces réformes-là, en fait, Parcoursup, ce qu'il faut comprendre, c'est exactement la même chose qu'à l'hôpital. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, on a réduit le nombre de lits, il n'y avait plus assez de lits pour accueillir tous les malades, et donc on a enfermé tout le monde pour gérer en fait le nombre de personnes qui étaient dans ces lits-là. Eh bien, à l'université, on fait pareil. Comme on n'a pas embauché de manière massive des enseignants-chercheurs et des enseignantes-chercheuses, il y a moins de places en présentiel en cours, et donc on fait Parcoursup pour limiter l'accès en présent. Et ça, c'est vraiment une politique libérale des services publics, de l'enseignement supérieur, de l'hôpital, etc. Et c'est une politique qui est uniquement basée sur des économies et pas sur l'importance qu'a l'accès aux études supérieures pour une population. Et donc, c'est nier l'investissement que c'est. Et donc, c'est la politique macronienne et c'est honteux. C'est limiter l'accès à l'université pour limiter les dépenses que ça peut engendrer d'avoir plus d'étudiants. Exactement, parce que ça fait des fonctionnaires en plus, parce que ça fait des chercheurs et des enseignants et des enseignantes en plus, et que ça coûte de l'argent. Je mets ça entre guillemets, ça coûte de l'argent public. Enfin, moi, je mets ça entre guillemets, parce que c'est de l'investissement sur le long terme. Hein, mais voilà, c'est des choix justement de société, de voir ça des comme un coût, un investissement. Et par contre, on laisse filer toutes les écoles privées qui coûtent une blinde et qui permettent à plein de gens d'avoir accès comme ça, sans véritable sélection ou en limitant considérablement la sélection. Eh bien, écoutez, il est 21h, donc on a une dernière question. On est pile là, on est content. La question de la fin. Sandrine Rousseau, vous êtes candidate aux législatives. Alors, au début, c'était pas sûr que le parti veuille de votre candidature aux législatives. Maintenant, c'est bon. Alors, en échange, qu'est-ce qui se passe vous ne dites plus de mal de Yannick Jadot, je sais pas. Est-ce que ça vous coûte Est-ce que ça coûte votre liberté de ton et de parole? Parce que vous avez l'impression que j'ai été brimée dans ma liberté de ton là, dans l'interview. Non, mais après, c'est vrai que... Et par ailleurs, j'ai pas dit de mal... Par ailleurs, non, mais je voudrais revenir là-dessus, c'est que je n'ai pas dit de mal de Yannick Jadot. C'est-à-dire que et vous pouvez reprendre toutes mes interviews, je n'en ai pas dit. Je critique son entourage, dont je pense quand même qu'on peut interroger la stratégie de campagne à l'aune des résultats qui sont aujourd'hui dans les sondages, mais pas Yannick Jadot en tant que tel. Et par ailleurs, j'ai dit que je respecterais le résultat de la primaire et j'en respecte tous les termes. Voilà. Je vous dis pas que c'est toujours un chemin de rose, mais évidemment je le fais et je le ferai jusqu'au bout, je le ferai en responsabilité et je sais que ça désarçonne un peu des personnes parmi mon électorat parce que beaucoup, par exemple, m'appellent à rejoindre d'autres candidats que je ne citerai pas ce soir. Et, mais en fait, le truc que moi je veux installer en tous les cas dans la politique que je porte, c'est aussi une forme de solidité vis-à-vis des engagements. C'est aussi ce qui donnera des gages au fait que quand il s'agira d'aller contre les lobbies, d'aller contre des gens qui ne sont pas qui seront opposés aux intérêts de la transition écologique, eh bien que je sois là et que je tienne bon, eh bien je tiendrai bon jusqu'au bout et contre vents et marées et contre vents contraires. On a une dernière question du chat. Tout à fait. Alors, elle est rapide à dire, pas forcément aussi rapide d'y répondre. On a Lucien CPL qui vous demande « Croyez-vous à une victoire de la gauche cette année ?» Ah, je veux y croire. Voilà, réponse excellente rapide. Voilà. Question rapide, réponse rapide. Voilà, tout à fait. Eh bien, écoutez, j'avais des notes sur un éventuel parti écoféministe et tout, mais bon, peut-être. Je reviendrai pour un prochain épisode 2. Eh bien, écoutez, c'est la fin. Alors, j'ai pas de notes, j'ai pas noté ma conclusion, donc je vais la faire de tête. C'est la fin de cette interview. Merci Sandrine Rousseau de votre présence et merci d'avoir répondu à nos questions. Restez là, on se retrouve dans quelques minutes pour le débrief, la partie où on fait des blagues et où dans le chat vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de tout ce qu'on s'est dit. On voit.
Hey, allez, le décompte à la main. Incroyable, le débrief. Eh bien oui, c'est le moment du débrief, le moment où avec Maëlle Lecor, journaliste société chez Mademoiselle, Mimi Hegel, rédactrice en chef de Mademoiselle, et Mathieu Mollard, rédacteur en chef de Street Press, où on débriefe du coup l'interview qui vient de se passer. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, on a accueilli Sandrine Rousseau du parti Europe Écologie Les Verts. Qui nous encore pendant les 10 premières minutes. Qui est dans le chat peut-être. Bonsoir Sandrine. Hi Sandrine. Dites-lui bonjour dans le chat. Il semble-t-il est resté pour assister à une partie du débrief, ce qui est une première fois que ça arrive. Oui. Est-ce qu'on va moins bitcher? Ce n'est pas sûr. Ouais, c'est un débrief. Hein. Bon, alors, petit Elle va nous tour attendre de en table. bas de l'immeuble. Maëlle. Oui, bonsoir. Bonsoir. Qu'avez-vous pensé de cette interview et de cette prestation? C'était très intéressant, c'était des circonstances un petit peu différentes des autres fois parce qu'on a eu des candidates, on a eu une représentante d'un candidat et là cette fois on avait une ex-représentante donc forcément nous quand on a appris début mars cette exclusion, désolé je ressasse encore, hein, désolé fallait qu'on en parle. C'est vrai qu'on a mis un message dans le chat en faisant bon voilà, qu'est-ce qu'on fait? Bon voilà, on a une conversation Mathieu, Mélanie et moi pour être tout à fait pour raconter comment ça se passe. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et on a mis peut-être le gif de Denis Brunner qui fait bon, on a tranché assez vite, il me semble. Ouais, on était à peu près tous d'accord. C'était pas non plus... ça a pas fait un débat incroyable en mode l'un de nous était complètement contre que ce soit maintenu. Après, on s'est demandé si Sandrine Rousseau viendrait quand même. Parce que si elle allait pas dire, en fait, je viens pas, quoi. Oui, voilà, donc on a validé ça, on a confirmé entre nous qu'on était toujours OK là-dessus. En plus, on s'est dit Sandrine Rousseau, c'est intéressant. Comme écoféminisme, c'est voilà, intéressant. Quand même, c'était une candidature assez intéressante à suivre. Que Sandrine Rousseau soit venue, c'est aussi, à mon sens, aussi une manière de sa part de montrer qu'elle veut quand même peser sur la campagne. Bien sûr, complètement. Elle incarne une ligne qui a fait 49% à la primaire des Verts, et c'est pas parce qu'elle est virée qu'elle va arrêter de prendre la part. Bah oui. Donc, je pense qu'en fait, les 49%, ils ont joué parce que c'est quand même un acte hyper violent de se faire exclure d'une campagne. Et on aurait pu se dire que, finalement, elle claque la porte, elle dit OK, ciao. Mais non, mais en fait, elle a fait 49% à la primaire. Et du coup, il y a un truc qui se passe. Et du coup, elle lâche pas l'affaire, quoi. Bah oui, et du coup, c'était intéressant à la fois de parler du programme et en même temps d'être dans un truc un peu détaché du programme, justement, sur différents enjeux qu'on a évoqué. Voilà, par exemple, quand on parle du travail du sexe, effectivement, c'est pas un enjeu directement lié à la campagne, mais mine de rien, ça permet de voir un peu l'histoire du parti par rapport à ça, ce qui est mis en place, sa position à elle, qui est justement pas de prise de position. Enfin voilà, ça permet de creuser les choses un petit peu différentes. Donc c'est quand même une interview peut-être un petit peu différente de ce qu'on a fait les autres fois. Et en même temps, je trouve que ça a vraiment son intérêt, sa place. Les retours ont l'air plutôt bons. Il y avait plein de questions hyper intéressantes. Écoutez, le chat. Vous étiez top ce soir. Vous êtes toujours top, évidemment, mais le chat était... Alors, en termes de monde, on n'a pas forcément 4 fois plus de monde que d'habitude. On avait un chat qui était beaucoup plus actif, donc merci beaucoup. On a eu... Merci, je te le dis en vrai, Vince956 qui a sub avant même que ça commence. Donc, merci pour le sub. Mais on a eu aussi donc Oda Lanois, dont on a passé la question, qui dit « Trop bien cette émission, génial ce live, trop bien comme interview, dommage qu'on n'ait pas Sandrine Rousseau en candidate. » Et en gros, il y a toujours cette idée de c'est bien d'avoir le temps de parler aussi de parler en profondeur des sujets. Et enfin, en profondeur. Même pour nous, c'est frustrant d'être là. C'est une heure, à chaque on va fois, s'arrêter sur les violences faites aux femmes comme si ouais. on pouvait pas. Évidemment qu'on pourrait en parler plus longtemps, mais en tout cas, on essaye d'aborder des sujets un peu plus en profondeur que dans les petites phrases. Et notamment sur la prostitution, il y avait... Est-ce que j'ai supprimé comme une bolosse? Oui. Il y avait quelqu'un, j'ai oublié, c'était peut-être Guillaume, qui disait... Oui, c'est ça, Guillaume Fleury, qui dit question super intéressante. Donc quand on a parlé de la prostitution et le travail du sexe, et la réponse est tout aussi intéressante puisque le sujet de la prostitution est compliqué. Et c'est là où, comme tu dis, il y avait le truc un peu hybride de... Elle est évidemment... l'une des figures de proue de ELV, mais elle n'est pas candidate, elle représente plus le candidat, ouais, donc elle peut dire moi ma ligne c'est ça. Et c'est déjà intéressant d'avoir une personne politique de premier plan qui dit moi ma ligne c'est que j'ai pas encore décidé parce que je vais écouter l'avis des concernés. Peut-être la barre est basse. En soi, c'est déjà dire je vais écouter les personnes concernées. Je pense déjà base de pas partir d'un enjeu de très moral. En plus, on parle du travail du sexe, de dire bon voilà, c'est mal, donc, j'ai décidé que c'était pas bien, donc je suis contre. Bon, ce qui est comme aussi... par exemple un homme qui dirait que l'IVG est un drame pour les femmes. Par exemple, je ne vois pas de qui tu parles. Un président de la République actuellement en poste, incroyable. Qui ça peut bien être. Mais en tout cas, voilà, de se dire déjà à la base de parler, de dire qu'on va discuter avec les concernés et avoir une pluralité de voix. Bon on peut se dire que ça part pas mal déjà.
Oui, voilà. Et donc, donc ça, c'était sa ligne à elle sur la prostitution, le travail du sexe. Et puis derrière, il y avait, ok, c'est quoi la ligne EELV, qui est aussi visiblement dans un compromis, puisqu'elle a dit que ça se joue à pas grand-chose. Mathieu, il fait des reaction gifs à côté. N'hésitez pas à faire des clips de Mathieu qui réagit à ce qu'on raconte. On en fera des gifs animés. Peut-être des émotes pour la chaîne pour la prochaine présidentielle. Alors, du coup, chat très content. Mathieu, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors moi, j'ai trouvé cette interview très intéressante parce que je trouve d'un point de vue journalistique que Sandrine Rousseau est une femme politique particulièrement agréable à interviewer parce qu'elle répond aux questions. C'est-à-dire que j'ai interviewé un certain nombre de personnages politiques, elle fait partie de celles et ceux qui font le moins de langue de bois. Et ça, c'est agréable. On reproche à Sandrine Rousseau ces déclarations choc, tonitruantes, justement parce qu'elle répond aux questions là où les autres nous racontent leur jeunesse. On ne voit pas de qui, là où ils ont grandi. On fait beaucoup de mystères ce soir. Quand on regardait les émissions précédentes. Voilà, elle répond assez directement aux questions. Et justement, moi j'ai trouvé que là, la seule question où j'ai trouvé un cran en dessous, c'était sur la question des travailleuses du sexe, où je trouve que de dire plusieurs mois d'affilée, alors qu'elle est sollicitée sur le sujet à plusieurs reprises, j'attends de voir, je n'ai pas vraiment d'avis, sachant qu'elle était candidate à une primaire pour être candidat à l'élection présidentielle dans un grand parti, qui n'est pas un parti de ELV, n'est pas aujourd'hui ce qu'on appelait les candidatures de témoignage, comme peut l'être par exemple Hélène Thuy qui dit voilà, je veux qu'on parle dans la campagne de la cause animale, mais bon, ça va pas au-delà de ça. Après, en termes de résultats, de sondage, en tout cas, c'est pas... Voilà, mais c'est un parti qui a de nombreux élus, qui a des députés, qui a des députés européens, qui a des maires de relativement grandes villes, des conseillers municipaux à Paris, qui est à la majorité à Marseille, qui dirige la ville de Grenoble. C'est pas un petit parti. On attend de ces partis-là et des représentants de ces partis-là, en fait, qu'avant de se présenter aux élections, ils soient forgés une opinion. C'est vrai que c'est compliqué d'arriver à l'élection et de dire en fait ça j'ai pas d'avis. Alors surtout qu'elle a commencé en disant je vais écouter la parole des concernés, auditionner des assos, et t'as dit ok qui a été là, j'ai parlé à machin, et c'était un peu genre du coup tu sais, on va demander à combien de concernés en plus avant de décider. Sachant que ELV c'est pas neutre non plus par rapport au parti, parce qu'il y a eu par exemple un militant du Stras qui s'appelle Thierry Schaffhauser qui a été à ELV justement, donc il y a quand même un historique au sein de ce parti là. C'est pas il y avait des contacts le parti, elle avait des petits 06 pour demander la parole des concernés. C'est-à-dire que concrètement c'est pas compliqué de trouver des liens au sein du parti de gens qui... Après, en vrai, elle a quand même parlé du patriarcat et elle a quand même... Bien sûr, il y a un avis, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'avis. De son avis personnel qui est quand même... C'est pas une neutralité parfaite. On regarde mais tous les autres sujets où elle arrive, où elle dit voilà, moi j'en pense ça, j'ai cette lecture que j'ai forgée de telle manière et qui est assez intéressante sur les sujets qu'on a pu évoquer. Là-dessus, alors que elle tu l'as dit pendant l'émission, une candidature écoféministe, donc c'est quand même... un sujet qui fait partie... Ça fait partie du package, des enjeux. On n'est pas sur un truc complètement à la marge. Voilà, c'est là-dessus où je l'ai trouvé un peu en dessous, mais après j'ai trouvé que c'était globalement hyper intéressant comme interview. J'étais très content de l'interview. Alors moi j'étais assez surprise. J'ai trouvé qu'elle était très dans l'idéologie. Ce qui est intéressant pour le coup, de dire où tu te situes idéologiquement, ce que tu penses de certaines problématiques. Mais à chaque fois, je sais pas si tu as remarqué, mais j'avais l'impression qu'il fallait qu'on la pousse pour en pratique, on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'était beaucoup de c'est le plus dur en même temps. Comment il faut qu'on arrête de mettre les populations près des incinérateurs, il faut que, comment on fait ? Et c'est toi qui as amené. Alors on dit au préfet de... Enfin tu vois, j'ai l'impression que c'est nous qui apportions le pratique et qu'elle à la politique. Elle considère qu'il faut politiser. J'avais fait une précédente interview. Mais c'est compliqué de pas arriver avec des réponses pratiques quoi. C'est pas une politique du terrain. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui part d'en bas, qui est candidate au municipal dans des petites villes ou dans un endroit en se disant je vais montrer l'exemple par le terrain et après monter en généralité. C'est quelqu'un qui considère, je crois, qu'il faut politiser les débats, que les enjeux sont avant tout politiques, avant tout structurels et qu'il faut pousser les gens à militer, à se politiser et ensuite il faut, dans le débat public, plutôt que faire des comptes d'apothicaire entre... combien on ouvre de places, combien on ouvre de lits à l'hôpital, il faut politiser globalement le débat et le mettre au centre du débat. Mais t'as pas l'impression que ces questions-là, elles sont déjà politisées ? On est dans une élection présidentielle quand même. Je te dis pas que je suis absolument d'accord avec tout ça. J'essaie de dire comment elle croit et elle pense. Moi j'étais assez surprise de en fait, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça dans des
théorie un peu C'est flottante. infuser en fait, Ouais. infuser les idées et ensuite passer Mais aux ça manque pratiques. de chiffres, ça manque de qu'est-ce qu'on fait, ça manque de Ouais. deadline, ça manque de quand même de. J'ai tu trouvé vois, que sur de- les gens du voyage, elle avait, même si elle n'avait pas de réponse très concrète, honnêtement, sur qu'est-ce qu'il faut faire, elle partait d'une expérience de terrain et d'un exemple concret, ce qui n'est pas le cas oui, sur voilà. tout un tas C'est d'autres ça, c'est ça. sujets, Mais etc. moi, où ça me pose problème, c'est que c'est une vraie question. D'ailleurs, il y a eu un article il n'y a pas longtemps sur Mademoiselle sur l'écologie individuelle qui n'est pas la solution, en tout cas qui n'est pas la seule solution à la crise écologique qui est en cours. Et en fait, je trouve que du coup, quand on arrive et qu'on essaye de politiser, mais qu'on manque de réponses pratiques, on se retrouve encore dans ce truc de oui, effectivement, il faut qu'on consomme moins et tout. Enfin, j'aurais aimé qu'elle porte quand même une parole un peu genre, en fait, les grandes entreprises qui foutent le bordel et qui créent des incendies dans les océans, en fait, on va faire quelque chose. Tu vois, plutôt que juste, il faut qu'on réduise notre gaz. Oui, il faut qu'on réduise notre gaz, mais il y a aussi une question collective, politique, quand même, qui est très importante, quoi. Tu vois, moi, c'est ça qui m'a manqué. J'étais un peu surprise de ça, en fait. Vraiment. Donc, voilà. Tout ça, en fait, je trouve que Céline, c'est un peu, on en parlait avant l'émission, puisqu'on a travaillé pour la préparer. Ça se voit peut-être pas, mais des fois on travaille avant. Je trouve que sur un certain nombre de sujets, Sandrine Rousseau a une posture militante. Et le militantisme est important, c'est-à-dire faire bouger les lignes en politisant un certain nombre de Oui, sujets. même au sein de son parti. Et au sein de son parti, en prenant des positions fortes, en les mettant au Quitte à être centre. hyper radical. Voilà, Elle a quand même, dans l'intro sur les violences faites aux femmes, dire limite au pire on vient chercher les gens chez eux pour voir s'il y a de l'égalité. Et ça a fait réagir Amende le chat. si tu fais pas la Franchement, vaisselle. jusqu'ici le chat il débattait zère sur les propositions des candidats ou des candidates, en tout cas pas très longtemps. Ouais. Là c'est parti et c'est là où les gens commençaient à dire non mais nous on réagit à ça, vous êtes passé à autre chose, donc est-ce qu'on pourrait avoir les thèmes pour pouvoir préparer Après, des je suis pas sûre que ce soit dans le programme des Verts. Non, non, frapper pas à la du tout, porte. ça veut pas du tout. C'est un très bon exemple. C'est-à-dire que c'est prendre une position très forte, très radicale, pour cliver, pour diviser en deux la vie des gens. Et la moitié qui est d'accord, une partie qui est d'accord, une partie qui est contre. Mathieu, C'est t'es ça, d'accord pour qu'on cliver. vienne voir si tu passes l'aspirateur chez toi Je suis pas Oui, spécialement mais- contre. Enfin, je suis d'accord avec ce qu'elle dit sur l'intime et politique. Ça, c'est vrai. Mais en tout cas, de prendre une position très radicale pour qu'il y ait des gens très pour et des gens très contre, que ça crée du débat, que les gens en parlent. Donc le sujet monte, on en parle beaucoup, et ça tire dans la direction elle espère dans la sienne, la vie globale ou du parti ou de l'opinion publique. Ça, c'est une stratégie militante que Sandrine Rousseau utilise très très souvent et qui est efficace comme stratégie militante. Mais à partir du moment où on est candidat à l'élection présidentielle, ou qu'on aspire à être, ou qu'on aspire à diriger le parti, est-ce que ça marche encore ? Est-ce qu'on peut... Bah, ça marche, mais il y a des conséquences, quoi. Bah, ça marche, ça n'a pas marché en l'occurrence. Qu'est-ce que ça veut dire ça marche? Ça dépend de ça marche. Est-ce que ça permet de rassembler des électeurs? Est-ce que ça permet de prendre la tête d'un parti? Est-ce que ça permet d'être élu Alors c'est vrai que ça a failli marcher. Ça a failli marcher. 49%. 49%, c'est assez incroyable. Hein. Ouais. C'est On a du Sandrine 2027 dans le chat, hein, on ne C'est sait vrai, jamais. Et elle m'a montré un texto. Il y a Sandrine 2027 dans des toilettes aussi à Paris. Donc voilà. Non mais c'est pas une mauvaise stratégie, mais c'est une stratégie plus de militant, je trouve, qu'une stratégie de politique. Oui, mais c'est aussi ça qui pose problème peut-être. Mais bon. Question pour le chat. Est-ce que le chat vote ELV Ah, au alors premier tour on fait un sondage. Oui. On fait un sondage pour le chat, Chino. Je compte sur toi, modo de l'extrême. Est-ce que vous allez voter ELV au premier tour après cette interview? Oui, non. Deux choix. Voilà. Pas de troisième choix rigolo, sinon vous allez voter pour le troisième choix rigolo. Et ceci est un live politique sérieux quand même. Donc on se lance. Et vous votez aussi? Yes. Ah non, vous votez pas. Non. Vous dites pas non, si vous allez voter c'est juste ELV le ou chat. pas. Oui, non. On avait des questions. Alors, c'était intéressant. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de la passer pendant ton point, notamment sur les aires d'accueil. Il y avait une question qui challenge, du coup, peut-être le côté pratico-pratique qui peut manquer dans son discours, qui était, OK, est-ce que les maires écolos installent plus d'espace pour accueillir les gens? Genre, on est là en mode, c'est très mal, il y en a pas assez, ils sont mal faits, mais est-ce que dans les communes où il y a des élus écolos, Mais il dans faudrait les regarder mairies à écolos... Grenoble ce qui est fait, parce que c'est la plus grande ville dirigée par un maire écolo. Et Allez-y, continue à parler. Sur les aires d'accueil, je sais pas exactement ce qu'il fait. Non, c'est difficile. Après, il dirige pas énormément de grandes villes tout seul. C'est-à-dire qu'ils sont souvent dans des coalitions de gouvernement à Marseille, à Paris. Mais oui,
My bad, j'aurais dû vérifier ça en préparant cette interview. J'ai travaillé, mais pas assez, visiblement. Non, c'était pas pour te tacler, tu vois, mais c'est une question Situé que voilà, on n'a sur pas les communes de Sainte-Grève et de Fontanil-Cornillon, sur le site dit du point barrage, la future aire destinée à l'accueil des gens du voyage permettra d'accueillir jusqu'à 200 caravanes à Grenoble. Et donc, la question, c'est est-ce qu'elle est... Où en est-on? Est-ce qu'elle est à qu'elle côté est loin d'une Oui. centrale? Et Parce que près là, d'un les petits noms de échangeur villes, déjà, auto- c'est pas Grenoble City. Hein. Alors... Est-ce que c'est près d'un échangeur Une aire d'autoroute? de grand passage. Alors, attendez. Ils disent... La réalisation de cet équipement est nécessaire à l'accueil de groupes importants issus de la communauté des gens du voyage, principalement durant la période estivale. Il vise également à réduire le nombre d'occupations non maîtrisées de groupes de voyageurs qui impactent le bon fonctionnement des espaces publics métropolitains. Donc je pense qu'on peut déduire que ce sera près des routes. Loin. Oui, clairement. Alors écoutez, Voilà. le chat a tranché avec une unanimité massive, 100% de non. C'est non. Quelques personnes dans le... de manière genre... J'étais là genre 100%. C'est non. Désolée, j'arrache le sparadrap comme ça. Si Sandrine, vous êtes encore en régie, désolée. Il y a quand même des gens qui disent pas avec Jadot, avec Sandrine, j'aurais voté EELV premier tour. Mais c'est vrai que du coup on n'a pas pu vraiment parler de Jadot, mais c'est quand même lui le candidat oui, à en soi, l'élection. je pense que quand même la majorité des valeurs et des propos de Sandrine Rousseau se retrouvent dans les valeurs EELV, en tout cas dans ce qui a été abordé ce soir, qui était quand même des grandes questions de société, quoi. On lui a pas demandé quel est le meilleur fromage. Donc en tout cas 100% de non pour le premier tour. Aïe aïe, quel score cruel. C'est quand même le candidat de gauche qui, depuis qu'on fait cette émission, a le plus faible score. Puisque Nathalie il est en Arthaud- dessous de Anne Hidalgo? Anne Hidalgo avait des gens qui votaient pour elle, quand même. Ah, tu veux dire score dans chez le nous, chat, parce pas que dans dans la le sondage, société française. Juste je crois qu'elle est- notre sondage. Mais Oui, c'est le premier 100% de Made non. in Mademoiselle. Et en plus, pour une totale transparence, il y a eu un peu plus de votants que d'habitude. Donc on est sur 100%. Et pourtant, je pense que dans le chat, il y a pas mal de gens qui sont plutôt Team Sandrine Rousseau, Team Europe Écologie Les Verts. Pas forcément la même team. À voir. Ce serait intéressant de savoir ce mais qui... qui voteraient pas au premier tour. Mais du coup, c'est des votes qui se déportent. Ouh, c'est intéressant aussi ça. Vu nos derniers sondages, à mon avis, tout le monde ouais, a voilà, voté, en vrai, LFI, quoi. ça rejoint un peu les questions qu'il y a eu sur l'union de la gauche, quoi. Genre, c'est pas que ELV n'a aucune chance, mais bon, c'est chaud, comme on dit. Et du coup, je pense que Je pense qu'il y a un vote caché, Yannick Jadot, et qu'en fait, il est Il va faire sous-estimé ses par les réserves sondages. quelque part, bien sûr. Et je pense que c'est le moment de donner des notes. On devrait avoir un petit jingle, genre la sonnerie d'école ou je sais pas. Prochaine élection, on aura un jingle. Du coup, rendez-vous dans 5 ans. note sur 7. Je vous propose, j'ai fait simple, on va voter pour l'écologie en premier, 1 sur 5. Qu'est-ce que vous pensez de ces propositions écologiques 0 sur 5. Et je pense qu'il faut prendre en compte l'aspect idéologique et l'aspect pratico-pratique pour être fair dans notre assessment. Je parle comme une start-up. On vote absolument comme on veut. Je prends en compte Votez ce comme que vous je veux, voulez, et- allez-y. Fais-nous un petit dessin comme d'habitude. Et puis... Et vous pouvez bien évidemment voter Écologie aussi dans le en chat, commun, puisqu'il y a un incroyable stropole de Chino ou Ezoc, que je n'ai pas oublié, qui est là aussi, nos deux modos de choc. Avez-vous été convaincu par son discours sur l'écologie? C'est quand même le sujet principal d'Europe Écologie, les Verts. 1, pas du tout. 5, grave, de ouf. Pas corrélé. Allez-vous voter ELV au premier tour, car on vote pour plein de raisons. Mais avez-vous été convaincu par ce qu'on a raconté? Il y avait une super question que j'ai pas pu lui poser parce que c'était déjà trop long. Mais j'aurais adoré lui demander. Il y a, Très bien que j'allais faire. il y a Troncat J'en ai sur passé le. quelque chose. Je sais. On se concentre là-bas? Ouais, Oui, ouais. mais c'est déjà des virgules 75, c'est bon. c'est pour ça. Bon, ouais. Donc, Elle fait que copier. sur le chat, j'ai pas pu lui demander, j'ai pas pu poser la question à Sandrine Rousseau car le temps nous était compté. Il y a Troncat qui avait demandé est-ce que l'écologie peut être de droite selon Sandrine Rousseau. Et j'avoue que c'est une question à laquelle j'aurais. Est-ce que c'était une certaine Aïda qui posait Non. cette question? Je l'ai vu avec une passer cette question. Je me suis dit genre. Could it be? Si les pamplemousses sont de droite, l'écologie Il y a peut-elle l'être? un slogan éculé qui dit l'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage. Ouais. Bon Pas slogan. pas faux. On a la paternité ou la maternité de ce slogan? Je crois pas. Enfin, moi, je l'ai pas, en tout cas. Je vais googler, vous inquiétez pas. Le chat a voté, mais je vous laisse révéler pour n'influencer personne. Révélons nos notes. Tournez vos petites... Oh, il a fait une petite fleur pour l'écologie. Ah. Vous avez été sans... Vous avez taillé. Et on a un 75 de ce côté-là. Voilà. Mathieu, parle-nous de ta fleur. Ta petite fleur. En fait, je trouve que... Je suis partagé. Je trouve qu'elle a une approche de l'écologie qui est intéressante parce que elle arrive à faire de l'écologie un sujet global En le reliant à différentes problématiques à sociales. l'écoféminisme, à la question des quartiers populaires, à la question du racisme environnemental.
Et ça, je trouve ça très intéressant. Par contre, je trouve que sur l'écologie, sur les questions centrales, peut-être le noyau dur, on va dire, historique de l'écologie, qui sont les questions de transport un peu et d'énergie, on de a parlé un peu de la consommation. voiture et tout, mais oui. Ouais, mais c'est moins de voitures, quoi. Point. On va pas plus loin dans le... Et t'aurais voulu qu'elle l'aborde comment, du coup? C'est ce que tu disais tout à l'heure, on rentre pas beaucoup dans le détail de qu'est-ce qu'il faut faire, comment on fait pour sortir du tout voiture un peu plus profondément, c'est qu'est-ce qu'on fait sur la question de l'énergie. Alors bon, au final, on a plus on n'a pas parlé beaucoup interrogé là-dessus. Ouais, faut on a plus parlé du là-dessus. nucléaire avec LFI au final. Ouais. Après, c'est notre choix aussi de pas l'aborder, mais Sandrine Rousseau n'est pas une candidate qui pose cette question-là comme question centrale. Elle se pose pas sur ces sujets-là. Donc, c'est un peu là-dessus où des fois, je trouve que voilà, ça pourrait aller plus loin et être plus précis sur les sujets ou aller plus en profondeur. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté assez théorique de grands principes qui finalement, sur des choses effectivement concrètes de type transport, voilà, la place de la voiture, etc. Je pense que par exemple la place de la voiture, elle peut le relier sur des thématiques assez sociales de pourquoi notre modèle fonctionne autour de ça. En fait, la question de la voiture individuelle, par exemple, qui est du coup hyper concret, qui remet en cause plein de choses dans la manière dont on vit, mais c'est vrai que c'est pas prégnant, quoi. C'est pas très saillant dans ce qu'elle dit, quoi. Après, voilà, c'est encore l'heure qu'on a passée avec elle. Ouais, et puis en vrai, les voitures, ok, mais dans ce cas-là, si t'es de gauche et que t'as vraiment envie de parler des problématiques d'aujourd'hui, Castex qui prend un jet privé pour faire un trajet entre deux villes en France. Alors Castex n'est pas de gauche. Oui, mais justement, tu peux dénoncer les personnes riches qui utilisent des jets privés à tort et à travers, tu vois, c'est plutôt que de shamer les gens qui prennent leur voiture pour aller au boulot le matin. Enfin, tu vois. Ah oui, bien sûr. Je sais pas, il y a un truc où je me dis, tu peux... Mais est-ce qu'on peut parler de cette question-là sans justement shamer les gens, mais de dire que c'est une question globale de notre société qui est construite de cette manière-là, de valorisation il y a 40 ans de la voiture. Le capitalisme. Voilà, de toute manière, mais... Voilà. Du coup, oui, mais bon, avant d'aller dans le full anticapitalisme, il y a des questions d'urbanisme, de télétravail, de ce qu'elle a abordé d'ailleurs pour les questions du congé maternité. En fait, c'est pas juste donner des jours, c'est revoir comment on perçoit la place des femmes qui donnent la place des mères, la place des parents et tout. Donc il y avait possibilité pour la voiture peut-être d'aller un peu plus loin. Et ça encore, moi ça m'a intéressé quand elle a parlé de ça, mais encore une fois, quand elle disait oui, il faut que les femmes arrêtent de faire du temps partiel subi et tout. Comment on fait Moi je veux bien, faisons-le, mais c'est quoi les strates? Moi j'ai été plus sympa que vous, mais j'ai enlevé un point parce que vraiment ce truc de pratique, de comment on fait, comment on met en pratique en fait ces convictions idéologiques féministes et écoféministes, ça manque un peu. Il n'y a pas de réponse dans son discours, quoi. Ouais, moi, ça m'intéresserait de voir Sandrine Rousseau, maire d'une ville, qui nous montre comment, à l'échelle d'une ville, elle est capable, je ne sais pas qu'elle le soit, mais comment elle fait, plutôt que est-ce qu'elle est capable. Ça, on l'a jamais vu, de fait. Mais c'est une utopie. Tout le monde va habiter là-bas, si ça existe un jour. Oui, où il y a des gens qui veulent surtout pas vivre là-dedans, t'imagines? Ils peuvent rester... Voilà. Mais c'est une démarche qu'ont pu faire d'autres politiques, de dire je prends une ville... petite, moyenne, grande, et j'essaye de montrer à l'échelle d'une ville à quoi ressemblerait la politique que je veux mener, un cas plus témoin, tard m'en servir comme modèle. Voilà, c'est pas sa démarche, et je trouverais ça intéressant. Il y avait une question, pareil qu'on n'a pas eu le temps de lui poser, de Méon Mem qui demandait est-ce que Sandrine Rousseau, vous allez vous présenter à une autre élection locale ou nationale? C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Oui. Législative à la fin, c'est la question qu'on lui a posée, mais elle a été un peu déraillée quand on lui a dit est-ce que c'est un truc du parti qui vous a dit ok on te donne ça et du coup maintenant tu dis plus rien sur Yannick Jadot, mais oui les prochaines élections législatives elle y sera. Donc, dans le 13e arrondissement. Very interesting. Du coup, le chat a voté? Eh bien, le chat est d'accord avec toi, puisqu'on a 63% de 4 sur 5 et 25% de 5 sur 5. Il n'y a pas de demi-point ou de quart de point chez le chat? Non, le chat ne peut pas être très précis comme toi, Maëlle, avec ton 3,75. Je n'ai pas commencé à ou a-t-on mettre perdu des quarts de 0,25? point. Tout le monde a fait des scores ronds ici. Pas toi. Sur l'écologie, tu l'as Oui, mais c'est bien, un peu de pression. Puis moi, je peux pas... Enfin, vraiment, ma note commence à 4. Voilà, ma note commence à 4. Ok, personne n'aura 5 sur 5. Une extrêmement bonne note. Je vous propose de parler de féminisme. Oui, combien autre grand sujet. On met à Sandrine Rousseau sur la question du féminisme. Sondage également pour vous, le chat, évidemment. Je regarde plus Maëlle parce que je suis morte de rire.
Je vais mettre des dixièmes de points pour voir. 0,9. Mathieu, il est en cours d'art plastique à chaque fois. Quoi. Je m'occupe là, je fais rien donc. Bah, si vous avez voté, bon allez-y, Allez. décryptez vos trucs pendant que le chat vote. 3. Ok, donc Mathieu a mis 4, Maëlle a mis 4 et j'ai mis 3. Ça y est, tout le monde s'est fait shame, tout le monde a mis des chiffres ronds là. Voilà. Ça a arrêté les virgules, les demi-points. Very Mais interesting. pourquoi as-tu mis seulement 3 à la candidate écoféministe? J'ai mis 3 parce que ça m'a interpellée. Qui est un truc qui revient systématiquement, le truc du féminisme. Ah, mais si vous n'arrivez pas à vous entendre, votre cause, elle montera jamais, elle prendra jamais. Les féministes entre vous, entendez-vous et choisissez un chemin. C'est un truc qui m'énerve profondément parce que c'est comme si c'était problématique qu'il y ait plusieurs types de féminisme. Or, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que, par exemple, en tant que femme racisée, je trouve que c'est hyper important d'avoir justement une voix du féminisme qui parle des problématiques que les personnes racisées rencontrent, enfin que les femmes racisées rencontrent, et qui sont des problématiques différentes que celles que les femmes blanches rencontrent. Pareil pour les personnes LGBT, je trouve que c'est hyper important et que c'est une richesse en fait. Et qu'il faut pas se dire qu'en fait le féminisme se serait pris au sérieux si tout le monde dans le féministe était d'accord. Et je trouve que justement c'est important qu'il y ait par exemple les féministes voilées qui puissent prendre la parole et dire voilà notre expérience c'est ça. Et je trouve que c'est pour moi c'est encore une fois on en revient à ce truc de marotte française d'universalisme qui on devrait se fondre dans un consensus où on serait tous d'accord sur ce que c'est d'être une femme. Je suis pas d'accord avec ça et je trouve que c'est important. C'est surtout très étonnant par rapport aux positions habituelles de Sandrine Rousseau. Il y avait ce côté un peu tu desserres ta cause si jamais tu t'opposes entre féministes. Genre... Le en même temps de Sandrine Rousseau. Pas du tout d'accord avec ça. Mais et là vraiment j'ai enlevé 2 points vraiment pour ça. Après bon 2 points c'est rude. Hein. Bah, je suis pas d'accord avec 5 c'est pas mal. Mais c'est rude parce que c'est un truc que j'ai entendu depuis très longtemps. T'as mieux noté Anne Hidalgo. Hein, Je m'en souviens. Ah, il se souvient des scores. On aurait dû noter nos points les uns. J'avoue, parce que là, à la fin, on fera un classement pour qui vous votez selon vos votes. La note de fin de semestre. C'est dur parce qu'en vrai... Tous ces lives existent. Nos échelles sont jamais les mêmes en fonction des... Tu vois. Oui, non, mais là j'avais une raison particulière qui faisait que c'était un truc qu'on m'avait dit. Décevant. Où, en gros, on me disait, oui, ok, bon, elle est un peu raciste, mais regarde ce qu'elle a fait pour les femmes. Et j'étais là, genre, bah non, je suis quand même pas d'accord. Quand on dit trouver un consensus, c'est qu'on sait que le consensus, il va aller vers la plus grande base. Et la plus grande base en France, ça va être les femmes blanches, cisgenres, hétéro, valides, tout ce que tu veux. Donc oui, on va continuer un féminisme de petite blanche bourgeoise trentenaire. Oui, c'est cool, on va pas aller très loin. Quand ces féministes-là te disent, mais tu devrais être d'accord quand même. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais c'est le problème de mettez-vous d'accord, c'est un peu qui va sacrifier son opinion au nom du qui va dire plus grand nombre. On parlera de notre sujet à la prochaine. Ce qu'on m'a déjà dit, le racisme, on s'en occupera après, une fois qu'on aura résolu le TKT, c'est bientôt. Oui. Bon. Voilà. On va niquer le capitalisme d'abord, après on verra vos trucs. Après les trucs de femmes, on verra. Qui tu parles déjà. Et donc vous avez mis 4. Ah, je vous shame. non, mais j'entends carrément. C'est vrai que j'ai eu cette petite pointe, je pas non plus déception, enfin, c'est pas comme si j'avais investi dans Sandrine Rousseau ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que de voir ce petit point de... J'ai eu une larme à la sortie du métro. mais non, mais il y avait cette petite pointe d'universalisme effectivement dans son discours qui m'a un peu cueillie, genre ah ok tiens. Étonnant, surtout que je m'attendais pas à le voir de cette manière-là. Tout le temps. Donc... Alors que du coup, c'est un peu, la féministe radicale de service sur Twitter. Bon, évidemment. Ah bah, pour les gens que je connais qui sont un peu moins de gauche que moi, Sandrine Rousseau, c'est genre... Ah ouais, vous invitez la féministe qui aime bien les sorcières, là. Ouais, c'est un peu... Entre autres, ouais. Ouais, complètement. Oui, voilà, c'est la sorcière de service. Alors que bon, voir du coup arriver ce discours-là, j'étais en mode genre... Ah oui, du coup, de ce côté-là, on va être beaucoup plus policé. Et c'est vrai que c'était... Après, je pense qu'il y a étonnant, volonté, mais en même temps pas incohérent non plus quand tu réfléchis. Il y a une volonté de rassemblement de politique, tu vois, de dire venez tous avec moi. Et puis on abordait le travail du sexe qui était le sujet clivant par excellence. Donc on va se dire, ça et le voile. Écoutez, c'est pas la prio pour le moment le travail du sexe parce que ce sera encore là dans 5 ans, donc on en parlera dans 5 ans. Puis voilà. Là, je pense que faut aussi se souvenir que Sandrine Rousseau est la candidate qui incarne l'écoféminisme en France, qui essaye d'être la figure de proue politique des mouvements féministes, donc des mouvements féministes. Donc elle clive sur tout, mais sur le féminisme, elle veut rassembler derrière elle. C'est ça. Elle veut incarner tous les féminismes, elle veut surtout pas... Elle considère peut-être que c'est un peu sa base électorale. Comme si on était toutes d'accord entre nous, enfin. N'avez-vous jamais lu des commentaires sur Internet? Évidemment qu'on n'est pas d'accord. Hein. Compliqué à fédérer.
Voilà, après... Et puis c'est bien la diversité dans le féminisme, en vrai. Mais C'est oui. bien qu'on soit pas toutes d'accord. Oui, mais Après, ça reste la candidate Vraiment. qui a le plus mis sur la table ce sujet dans cette campagne et depuis 1 an et demi, qui a eu des engagements concrets sur le sujet. Donc voilà, je trouve que Qui c'est pour ça bégaye que je pas au mets, moment de dire qu'elle est féministe. Voilà, Oui, c'est pour ça voilà. aussi que Mais parce que c'est sa marque de fabrique aussi, tu vois, en termes. Oui, mais c'est quand même. En fait, c'est quand même. Voilà, le mot, il est pas tabou pour Ouais, elle. bien On a sûr. vu qu'il était tabou pour d'autres. Déjà, le mot féministe, le mot écoféminisme qui est encore moins connu, tu vois. Je dis pas que c'est une bonne stratégie pour convaincre le grand public français, mais c'est assumé. Dans les termes, en tout cas. Alors en dernier, j'avais mis antiracisme, mais j'ai envie de changer et de mettre jeunesse parce qu'elle a beaucoup parlé des Ouais. étudiants et c'est pas toujours le cas dans les. J'ai bien fait de dire au modo, ça sert à rien de préparer en avance, on va sûrement changer des trucs. C'est parti pour l'Ostropole. Votre avis sur la jeunesse. Ah, et j'ai pas dit du coup l'avis du chat, mais c'est bien pendant qu'ils votent et tout. Sur du coup ces questions féministes, on a 43% de 5 sur 5 et 29% de 4 sur 5. Donc on est Les sur. gens sont chauds. Les gens sont chauds et je pense que ça rejoint peut-être un peu ce truc de. C'est pas pour dire la barre est basse, mais en fait, comme on a dit, ouais, on a des attentes et des échelles différentes à chaque live et à chaque invité. Et en fait, elle est sur une base où c'est quand même globalement du féminisme, ce qu'elle raconte. C'est pas forcément le féminisme qui nous convainc à 100%, mais ça m'étonne pas qu'on soit à 4 sur 5 et 5 sur 5 parce qu'il y a... C'était intéressant, on en a pas parlé, mais on voulait la faire réagir le tweet. Ah oui, sur Valérie Pécresse. Mais j'avais vu dans le conducteur, j'étais là, crousti. Et voilà, finalement, Crousti, on n'a plus le temps. Mais on voulait effectivement la faire réagir sur son tweet de soutien à Valérie Pécresse. Elle disait, en gros, c'est super qu'il y ait une femme à droite dans un monde d'hommes. Elle disait pas c'est super, elle disait ce qu'on peut dire c'est que la droite était un monde d'hommes et qu'avec que Valérie ça Pécresse change. elle ne l'est plus. Voilà, Ce qui est tout pas en super. soutenant que c'était quand même une adversaire Une adversaire politique. Et donc moi, ma question, c'était... alors, la droite était un fief d'hommes et elle ne l'est plus. Ma question, c'était, mais Marine Le Pen, c'est aussi une victoire dans ce cas-là Est-ce qu'une femme au pouvoir, c'est toujours mieux Et est-ce qu'on surtout, on n'avait pas déjà fait le tour de cette question avec Margaret Thatcher, quoi, qui était une femme au pouvoir et Oui, une femme de droite, qui a fait des trucs, c'est de droite. et qui a Voilà. foutu le bordel, quoi. Donc voilà, à un moment donné, est-ce qu'une femme qui arrive au pouvoir, c'est forcément un truc à célébrer? Est-ce qu'on doit à chaque fois, oui, voilà, est-ce qu'on doit à chaque fois applaudir ça? Maybe not. Prochaine fois. Mm. Sandrine Est-ce que 2027. vous avez voté sur la jeunesse? Le chat a voté en tout cas. Yes. On sera jamais d'accord. Hein. jamais. Mais ça, c'est une émission éclectique. Franchement, pour la dernière, hein. Je sais pas, 3,5. je me trouve dur en vrai, je sais pas pourquoi. Quand je vois Parce vos que t'es notes, un je me homme, dis- Mathieu. C'était quoi le thème déjà? C'était la jeunesse. Pardon. J'ai mis 4. Bah, t'as mis 3,5. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je trouve que... Je crois que c'est peut-être la candidate qui a parlé le plus des étudiants et des jeunes et de la situation. Qui a répondu de manière. Enfin, je l'ai lancé sur le sujet en me disant ah oui. Enfin, tu vois, on n'allait pas. Enfin, ça me paraissait pas cohérent de squeezer ce sujet. Mais au moment où on a commencé à dire ah effectivement les jeunes ont été frappés par ça, j'ai senti genre il y a eu des fois où je la sentais un peu plus récalcitrante à répondre ou en tout cas à chercher un peu plus. Là tout de suite bim, c'était assez évident pour elle d'en parler. Ce qui veut pas dire que les réponses sont à la hauteur ou autre, mais en tout cas il y avait quand même cette Elle avait envie. il y avait une Oui, envie. et puis elle avait des choses tu sens à que dire. tu touches un truc sensible en tout cas. Elle avait des choses à dire, son expérience lilloise, on sentait, comme tu dis, qu'il y avait quelque chose de réel Un peu de passion, qui, quoi, qui voilà. émergeait. Ouais. Elle est vice-présidente d'université, enfin elle a quitté le poste visiblement il y a peu de temps, mais elle l'a été un certain nombre d'années. Après, sur le constat, elle a une vraie connaissance du sujet. Elle a raconté beaucoup de choses. Et après, c'est là où je trouvais que ça pouvait aller plus loin. Genre quoi? Bah, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça, c'est dans toute l'interview, qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, mais c'est aussi le rôle d'un politique. Alors, je dis pas qu'un politique, c'est du clientélisme et qu'il doit donner 10 balles par-ci, 20 balles par-là pour régler les problèmes de chacun. On est d'accord. Bah, elle a parlé de Parcoursup, elle a dit on arrête Parcoursup. Ouais, mais elle dit sur Parcoursup ce qu'elle dit principalement, et je partage cette analyse, c'est que Parcoursup, c'est une gestion de la pénurie, c'est-à-dire que... De personnel. Il y avait pas assez... Normalement, la fac, jusqu'à il y a peu de temps, on pouvait s'inscrire dans n'importe quelle filière et avoir une place à partir du moment où on avait le bac. Ce que si on j'ai voulait fait. faire psycho, on pouvait tous aller en psycho. Si on voulait faire maths, on pouvait tous aller en maths. Il y avait quelques rares exceptions, genre médecine. Et encore, non, médecine, on faisait la première année, on pouvait tous y aller. Et c'est après qu'on se faisait... Et après, il y avait... Le numerus clausus. Voilà. Mais... J'ai fait latin. J'ai cru que t'allais dire j'ai fait médecine. Évidemment que j'ai pas fait médecine, je déteste travailler dans la vie, enfin j'allais pas faire ça. Et Parcoursup a été pensé, comme il n'y avait pas assez de place dans un certain nombre de filières, ils se sont dit bah, il va falloir faire une sélection.
Ouais. Et donc, trop d'étudiants pour pas assez de place dans d'enseignants. certaines filières. Ne Donc, faisons ils ont surtout fait- pas de place en plus, du coup. Voilà, plutôt que faire des places Ça en coûte plus, trop ils cher, ont il y a fait pas d'argent magique. Un espèce de bousin que personne comprend qui s'appelle Parcoursup où tu rentres des vœux, des machins. Et c'est un robot qui fait non, Ouais, j'ai des refusé. Blip, Il faut gérer un nombre de dossiers en simultané avec s'il y en a un qui est pas pris là, ça libère une place, etc. On continue. C'est une merde Incroyable. pas possible et ça marche pas, effectivement. Et elle dit, elle fait l'analyse. Comme Mais après, tout elle le monde dit- aussi, enfin, je veux dire, comme tout. Mais la tous les gauche. candidats veulent Parcoursup, sauf Même, Macron, quoi. non, même Macron qui pense qu'il faut un peu. En fait, on s'est peut-être un peu. Pas la première fois que ça vient sur Non, un mais truc. Macron, il aime trop dire des trucs genre on va grave changer ça. Et je suis là, mais qui l'a fait Gars, c'est à ton la gouvernement. base Oui. Il dit, en tout cas, faut. Si seulement voilà. je pouvais le changer, je Faut y changerais. réfléchir. Faut Franchement, réfléchir. C'est bien d'admettre ses erreurs, mais est-ce qu'on est vraiment dans cette démarche-là Faut le faire évoluer, je crois qu'il dit. Enfin, Ah pas oui. lui, Oui. mais les gens d'En Marche. Mais voilà, après, OK, on tèche Parcoursup. What do we do Et bah, next? qu'est-ce Et qu'on après fait Le problème va rester le même. Voilà. Et j'aurais aimé qu'elle nous donne un modèle d'université. Ça doit ressembler à quoi l'université française? Il faut aller par là, etc. Ce serait intéressant d'aller là-dessus. Ouais, bah oui, mais Et peut-être que c'est- j'ai été sévère sur la note quand même. Moi, j'ai mis une note très généreuse, j'ai mis 4,5 parce que je trouve que globalement, dans toutes les candidates et toutes les représentantes qu'on a reçues, c'était celle qui s'est vraiment le plus étalée sur ce sujet et qui a dit des choses que j'ai trouvées pertinentes, notamment sur les petits jobs que tu as quand tu es étudiant. Moi, j'ai eu tout le temps, toutes mes années de fac, j'ai eu des boulots à côté. J'ai bossé à la FNAC, j'ai été hôtesse d'accueil, j'ai fait plein de trucs. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant de mettre en lumière ce phénomène qui, je pense, pendant le Covid, alors moi j'ai pas vécu le Covid en tant qu'étudiante, mais j'ai aussi une chambre de bonne de 9 mètres carrés, donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment une réalité sur laquelle elle a mis le doigt et que je trouve qui est intéressante et voilà, après peut-être que les autres candidats en parlent aussi, mais en tout cas dans ce qu'on a fait comme interview, c'est pas quelque chose que j'ai vu vraiment ressortir et là je l'ai vu et du coup je trouve que c'est quand même cool de sa part d'avoir évoqué ça, quoi. Je sais pas, toi t'as mis 4 ? Ouais, non, j'ai mis 4. Non, mais c'est vrai que je trouvais qu'il y avait une reconnaissance de la réalité des étudiants qui, effectivement, est peut-être un peu théorique. On en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mais voilà, on est peut-être un peu en mal de propositions concrètes, mais en tout cas, il y avait une connaissance qui était solide, je trouve. Parler aussi du fait que, oui, tous les étudiants n'ont pas pu rentrer chez eux pendant la crise du Covid, d'expliquer des raisons. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a quand même une connaissance, une conscience de certains enjeux qui, je trouve, est quand même assez louable. Ouais. Et qui sont peu abordés quand même. On n'a Et qui pas sont peu beaucoup abordés. de, Ouais, de candidats, de représentants, de personnes représentant des partis importants qui ont des chances à la présidentielle, qui parlent de, voilà, il y en a qui n'ont pas pu rentrer chez leurs parents parce qu'en fait, peut-être leurs parents sont homophobes, peut-être leurs parents sont pas au niveau avec le fait que ces personnes aient vécu des violences. Même dire, en fait, des fois, il y a juste pas à savoir les raisons. En fait, juste c'est pas possible, bien sûr, c'est pas possible. oui. Et c'est, en fait, oui, bien sûr, la réponse à un problème de société peut pas être tout le monde peut rentrer chez ses parents. En vrai, c'est évident que tout le monde ne peut pas, mais c'est cool d'amener sur la table des problématiques de pourquoi certaines personnes ne peuvent pas, qui et vont qu'est-ce pas qu'on fait forcément être et du coup, qu'est-ce qu'on abordées. fait pour Pour elles ceux et ça, qui, ouais. bon, effectivement, ça a peut-être manqué un peu aussi. C'est une constante. C'est Le pas- chat, du coup, Le ils chat ont est à dit- 4 sur 5 sur la jeunesse, avec 83% de réponses 4 sur 5, donc pas besoin de faire un classement. Mais voilà, je pense que ça rejoint ce que vous dites, c'est quand même bien de voir une politique qui connaît le sujet des étudiants, de la jeunesse, qui le prend au sérieux, qui visiblement ça lui tient à cœur émotionnellement. Est-ce qu'il y a des propositions très précises? Pas forcément, et en même temps, on l'a pas relancé là-dessus, et en tout cas, c'était pas une réponse qui était à côté de la plaque par rapport aux attentes du chat en tout cas. La question qu'on n'a pas osé poser, elle m'est venue et en fait, il était trop tard. C'était quand elle a dit oui, alors il y a des partis, quand je me suis fait exclure, qui m'ont contacté pour que je les rejoigne. J'étais là, genre, mais qui La France insoumise. La France insoumise. Surprise. C'est La France insoumise. Mais quel serait le rapport entre la gauche et le LB? Mais oui, je suis sûre qu'ils sont allés la chiner et tout Évidemment. derrière, quoi. Waouh. Mais en fait, toi, je sais pas, il y a une théorie qui fait qu'elle veut rester au parti. La théorie étant qu'elle rêve de prendre le parti. Donc, si elle se barre... 49%. Oui, tu peux pas revenir après. ça, 49%, si tu pars quittes pas. le parti, tu ne Pour peux aller plus ailleurs. le Ouais. prendre. Mais elle est déjà partie. Oui, mais elle se peux retirait pas- de la politique à l'époque. Ah, elle disait c'est fini. C'est D'accord. fini, etc. Mais il y a deux choses. Elle rêve, elle s'en cache pas trop, de prendre le parti. Parce que après l'élection, Mélenchon a dit que c'était la dernière. Il est quand même le candidat favori à gauche. Il a dit ça ? Ouais, il l'avait dit avant que c'était la dernière élection présidentielle où il allait. Alors, il peut toujours changer d'avis. Hein.
Il a quel âge, Mélenchon maintenant ? 70 piges. Ouais. Ouais. Donc 75. Il est tellement agité que je lui donnais plus jeune, mais oui, non, c'est... Il tient. Il tient sur la rage. Et donc elle se dit que être à la tête d'un parti quand même important comme Europe Écologie Les Verts, voilà, ça permettrait de peser fortement sur la recomposition de la gauche autour de ces idées. Si Mélenchon il s'en va, il y aura qui après, c'est ce que dit Chino. Chino dit peut-être qu'elle préfère être la reine dans un petit aquarium que l'un des éléments d'un plus gros aquarium. Le fameux gros poisson dans une petite mare. Moi, je me dis, t'es Sandrine Rousseau. Alors, je suis pas hyper calée en politique française. Vous me dites si je dis nimp. Tu passes de EELV à LFI, LFI, t'as quand même des grosses... Si le but, c'est de devenir la chef de LFI, tu dois passer derrière Mélenchon, quoi, qui prend la place qu'il a, dans un parti qui monte et tout. Est-ce que c'est plus dur de devenir la chef... Si le but, c'est d'être chef de parti et présidentiable, est-ce que c'est plus dur de le faire chez EELV, en tout cas d'arriver au sommet ? Après, est-ce que le parti va être présidentiable ? C'est peut-être autre chose. Surtout, elle est déjà à 49% des représentants de ce parti. Je me dis 49%, tirer à LFI, en fait. Elle se dit, vas-y, tu tentes la revanche au moins, tu vois. puis, c'est dommage de partir sur le premier échec à ça. En partant du principe que Jadot va faire un score de merde, qui est quand même pas une hypothèse folle. 100% de non au premier tour. Peut-être que ça lui permettrait de gagner les 2-3%. De gratter, ouais. Parce que Jadot a été élu quand même avec l'idée que mais Jadot, c'est celui qui a le plus de chances dans une trop élection. C'est le plus présidentiable. Après, est-ce qu'elle serait plus haut dans les sondages ? J'en sais rien, mais en tout cas, ça peut lui permettre de gagner les 2-3% qui restent. Et la deuxième chose, c'est que si elle quittait Europe Écologie Les Verts, elle aurait été la traîtresse. Ouais, bah oui, ça c'est super chaud d'être la traîtresse. Et donc, on lui aurait ressassé à tout le temps. Et puis t'arrives dans un nouveau parti et tout le monde te dit quand est-ce que tu vas te barrer d'ici, quoi. Mais c'est que tu veux être la Manuel Valls finalement quelque chose, donc oui, c'est ça. La girouette Manuel Valls au féminin, je pense que personne ne prend cette couronne. Hein. Et là, elle a une circo législative que les Verts lui ont filée, qui est quand même une façon de lui dire bon, vas-y, mollo. Ouais, je pense qu'elle accepte le petit coup de massue sur la tête pour dire on verra, je reviens, I'll be back, quoi. Exactement. Circo, il semblerait, de ce qu'il se racontait dans les couloirs, que la France Insoumise ne présentera pas de candidat contre elle dans sa circo. Okay. Donc elle aurait un peu négo des trucs. Ouais, Mathieu, c'est le Dallas des politiques, il est au courant de toutes les histoires. Alors, dans les couloirs de Mademoiselle, par exemple, je discute avec des gens et je pose des questions. Les bonnes questions aux bonnes personnes, quoi. Et voilà, et donc il semblerait que LFI présente pas de candidat face à Rousseau. Il y aurait des accords sur Paris, sur certaines circos, etc., qui lui donneraient une petite chance. C'est pas facile. C'est une circo qui est dirigée par un candidat En Marche, qui ne se représenterait peut-être pas. Donc voilà, à voir. Que va faire le PS ? On ne sait pas. Mais bon, si elle est la seule candidate de gauche dans cette circonscription de Paris, qui est quand même un bastion de gauche, elle a une petite chance d'être élue. Après, ça dépend d'où dans Paris. Mais oui. 13e arrondissement. Oui. Circonscription. Ça va. Mais écoutez, on a fini les questions, mais il nous reste 10 minutes. Est-ce que vous voulez qu'on fasse tourner les serviettes ou est-ce qu'on a encore des trucs La référence Patrick Sébastien, là. De quoi incroyable. Je pense que c'est le signe qu'il faut arrêter le live si on en est à Patrick Sébastien. Un coup de vieux, là, d'un coup. Déjà, quand tu nous as parlé de tes études où t'habitais dans une chambre de bonne, je me suis demandé si t'avais fait... Quoi, on dit plus chambre de bonne de nos jours ? Je sais pas, ça faisait un petit truc old school, quoi. Ah bon, on dit plus ça ? Je suis problématique. Non, moi, je te suis là-dessus. Mais je pense que le terme chambre de bonne a toujours été suranné un peu, tu vois. Oui, mais c'était vraiment une chambre de bonne. C'était dans un quartier hyper chicos et j'étais tout en 7e étage. Ouais, là où l'ascenseur va pas. Parce que je suis et pas mes toilettes, parisien, ils étaient sur le palier. Oh là, moi non plus. Vraiment assez peu. Et une fois, il y avait les toilettes bouchées sur le palier et c'était dégoûtant. Voilà. Ma vie d'étudiante, très dure. En tout cas, côté chat, il n'y a plus rien que je... Enfin, il y a des questions que j'ai pas pu amener, genre, mais auxquelles on peut... Non, ils sont là, mais j'ai pas de questions à amener. Parce qu'il y avait... Qu'est-ce qui a poussé Sandrine Rousseau à se présenter à la primaire écolo ? Bon, on va pas répondre pour elle. Et après, il y avait des débats sur... mais attends, mais si on va chez les gens pour voir s'il y a l'égalité dans les... Ça trigger tout le monde, c'est trop bien. Mais en même temps, comme toutes les questions, les propositions radicales pour l'égalité, il y a un côté prendre un avocat parce que t'es accusé de pas avoir fait tes tâches ménagères. Ouais, et en même temps, si t'emploies quelqu'un pour faire le ménage chez toi et que ils étaient fliqués, sûr. Mais non, ils iraient boire des coups avec le mec qui vient vérifier là, il ferait pas la vaisselle. J'ai trouvé super la question du chat qui disait est-ce qu'il faut pas ponctionner le pourcentage en plus des salaires? Est-ce qu'on prend pas aux gars? Mais en fait, c'est hyper. Mais il y aurait du détournement de ouf. Non mais de ouf. Non mais c'est facile à faire.
C'est les hommes gagnent en moyenne plus. On prend 20%. Ah donc collectivement, peu importe ce que tu fais, tu paieras pour tous les autres. J'adore. Et tu... Let's go. J'adore. Ok. Mathieu 2027. Un rééquilibrage. Mais on de dit prendre aux riches pour donner aux pauvres. Et ben on prend aux hommes pour donner aux femmes. On prend aux riches, mais plus aux mecs riches, et on donne à tout le monde, mais plus aux meufs. Let's go. Et si on mangeait les riches? Non mais oui, en vrai ça marche bien. Un mauvais goût, crois-moi. Non. Et la suite au prochain épisode, donc. Oui. Non, et quand même, il y a plusieurs gens pour qui c'était la première fois sur le chat, comme souvent avec ces lives qui permettent d'amener des gens qui ne regardent pas forcément la chaîne de Mademoiselle. Donc, merci d'être venus. Et n'hésitez pas à vous abonner, puisqu'on a des lives politiques tous les lundis. En tout cas, pour encore 2 lundis, c'est sûr, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et la présidentielle arrive, on continuera à vous en parler. Et puis, on a plein de lives différents sur plein de sujets différents, du plus fun au plus sérieux. Mais comme vous le voyez, même le plus sérieux, on essaye quand même de passer un moment fun. Donc, abonnez-vous. Alors, la semaine prochaine, à quoi vous attendre? Vous pourrez vous attendre à Hélène Bidard du PCF qui viendra nous parler de la Parti communiste français. Tout à fait. Qui viendra nous parler de la candidature de Fabien Roussel. Tout à fait. On aura des choses à dire, je pense. Hélène Bidard qui est conseillère municipale à Paris, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Égalité femmes-hommes, il me semble. Oui, et les discriminations. C'est ça, qui va parler du coup de féminisme parce que c'est un peu son turf, quoi. Tout à fait. Du coup, on se retrouvera Mathieu Mollard, Maëlle Lecor, Mimi peut-être pas la semaine prochaine. Mais le chat sera là. Le chat sera là, on pourra. Je ne suis qu'une façade du chat. Le chat sera là et l'excellente pas modération comme sera ça. là. Du coup, d'ici là, on va faire les petits remerciements. Un merci à Inès Paulon à la régie technique. Merci qui nous cadre au mieux à chaque fois. Merci à Mimi au chat et à l'oreillette. Merci aux modérateurs, Ezoc et Chino. Merci à toute l'équipe de Mademoiselle, notamment à la modération. Je sais pas, je crois qu'il y a eu des gens de Mademoiselle ce soir. C'est passé. Et Coralie était à fond. Notre social media manager qui est toujours au taquet, qui fait des super threads Twitter. Merci à Stéphanie aussi qui gère l'accueil de nos invités. Merci beaucoup. Et les bonbons, trop bien. Et puis merci à Humanoïde, évidemment, comme d'habitude, pour le studio et pour le soutien. Et du coup, on se retrouve lundi prochain. Je pense qu'on a tout dit. Ouais, moi aussi, je fais merci Mathieu. Un petit remerciement. Je profite pour remercier Eric qui, à chaque fois, le lendemain... sélectionne la question Street Press, la met sur les réseaux sociaux. Ah, je croyais que c'était toi. Que dalle. C'est les petites mains qui s'en occupent. Le mec il arrive. Alors, tu prends mon meilleur profil et tu me mets le truc en ligne. On est reparti sur les accents, là, ça y est. Il y a le montage, faut le savoir. Alors, je vous le dis, je suis rédac chef aussi, c'est pas moi qui fais les reels des interviews sur Instagram non plus. Il y a des gens dont c'est le métier, et heureusement, parce que waouh, le montage c'est chaud. Yes. Merci Eric. Merci Eric. Et du coup, à la semaine prochaine. Bonne soirée tout le monde. Bye. Abonnez-vous. Salut.